Ce qui compte, c'est ce que je dis et pas ce à quoi je ressemble. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. On célèbre les 5 ans du podcast. 5 ans que l'on se retrouve chaque semaine pour échanger ensemble avec des invités inspirants qui ont pris le pouvoir de leur vie. Du fond du cœur, merci. Vous êtes désormais plus de 500 000 à écouter chaque mois InPower et c'est complètement dingue. J'espère qu'InPower pourra continuer à faire partie de votre quotidien et réaliser sa mission première. Vous partagez ambition, motivation et inspiration. Qui dit journée spéciale dit épisode spécial. Pour l'occasion, mon ami Victor a proposé de m'interviewer pour que ce soit à mon tour de me livrer au micro d'InPower. Moi, je fais partie des gens qui n'acceptent pas ce que je peux pas changer. Victor est très doué pour parler des sujets sensibles, donc cet épisode sera sans filtre. Et moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup blessé et ça m'a beaucoup fait du mal qu'on rejette sans cesse ma parole, comme si elle ne valait rien. On aborde les sujets de la santé mentale, de l'ambition, du doute. La seule manière de ne pas souffrir, c'est de pas vivre. Rien d'y repenser, j'ai envie de pleurer. Enfin, c'était traumatique. C'était vraiment... Honnêtement, je ne sais pas du tout quoi penser de cet épisode. J'ai peur qu'il soit un peu badant, mais il a au moins le mérite d'être sincère. Ouais, tu serais prêt à mourir pour elle? Ouais. Sans hésiter. Ouais, c'est ouf. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre cette conversation entre Victor et moi-même. On fait quand même un épisode spécial déjà parce que tu es l'intervieweur, mais aussi parce que nous n'avons personne avec nous. Nous avons tout mis en place nous-mêmes. Je suis très fière de nous, Victor. J'ai une petite image de toi très marrante qui essaye de régler le trépied. C'est magnifique. On veut du vrai, toujours. Bon bah écoute, attends, ça va être très drôle, tu sais, j'ai envie de parler parce que du coup, normalement, c'est moi qui dois alimenter. Ouais. Mais je vais fermer ma gueule et je vais te laisser dire ce que tu veux. Comment tu te sens? Ah, c'est une question que je me pose jamais. Ok. Comment je me sens? Attends, j'essaie de répondre de manière honnête. Bah en fait, tu sais que j'ai l'impression, c'est genre des psys, des thérapeutes que j'ai pu voir qui me posent cette question et qui me disent genre mais qu'est-ce que tu ressens là? Et en fait, je me suis toujours sentie inférieure ou genre bizarre parce qu'à chaque fois je disais rien. Donc tu vois là, je sens pas, je suis juste contente d'être là, mais tu vois je vais le rationaliser. Genre je suis contente d'être avec toi, tu vois. Ouais. En vrai on est en train de parler, j'ai annulé mon truc après comme ça on n'est pas stressé. Je suis contente d'aller au resto après avec une amie, mais tu vois je suis obligée de réfléchir C'est drôle. à ce que je fais pour dire comment je me sens. C'est marrant parce que c'est une réponse hyper deep à une question que je t'ai vraiment posée pour commencer. Je pense que t'allais me dire genre ouais tranquille et tout. Bienvenue dans ma tête. Non mais c'est intéressant parce qu'en fait je te pose cette question parce que moi à ta place je serais un peu stressé. Ah ouais. Bah, parce que c'est pas un exercice que t'as l'habitude de faire. Ben si, en vrai, maintenant, quand même, on m'interviewe de plus en plus. Après, la différence, c'est que, et c'est pour ça que j'aime le côté un petit peu je vais pas dire anti-système, c'est un grand mot, mais tu vois, c'est le podcast, on peut dire ce qu'on veut, on n'est pas bridé. Ouais. Donc dans les interviews que je fais, généralement, ils veulent me faire dire quelque chose. Je parle souvent des choses qui me tiennent à cœur. Enfin, tu vois, c'est un peu... C'est pas un discours aussi deep, mais tu vois, je suis pas du tout stressée. Mais pas du tout. Parce que c'est quand même un lâcher prise. Non, mais tu vois, comme j'ai de plus en plus l'habitude d'être moi-même, sans filtre, sans jeu, sans rôle, j'ai pas l'impression de lâcher. Enfin, tu vois, si on lâche prise, on sous-entend qu'il y a un moment où on est en prise. J'ai l'impression d'être jamais en retenue. Non. Ah ouais? Franchement, rarement. Le problème étant que je me rends de plus en plus compte que tu vois dans mon monde, parce que je suis hyper idéaliste, donc en fait dans mon monde idéal et je suis naïve aussi, donc je peux dire ce que je veux et c'est trop cool et en fait c'est trop bien et ça sert tout le monde et en fait je me rends compte que non, tu vois. Genre là bon, celles et ceux qui me suivent sur Insta l'ont peut-être vu passer, mais dans un podcast que j'ai fait avec Louane, à un moment je parle juste du monde de la télé et de ce que j'ai ressenti, mais tu vois, genre à cœur ouvert. Enfin ça a été détourné, oui et non, c'est-à-dire que j'ai dit ce que j'ai dit, mais tu vois, moi je le disais pas du tout en pensant critiquer quelqu'un ou une émission dans laquelle j'avais été invitée. C'était plus genre le monde de la télé en général. Et en fait, ça a été repris par plein de médias. Ça a un peu affecté les personnes qui m'avaient invité en plus sur l'émission, que j'aime beaucoup. Et donc, tu sais, je me suis... Genre, vraiment, ça m'a bouffé, tu vois. Je me suis dit, mais en fait, il faut que j'apprenne à fermer ma gueule. En fait, des fois, c'est compliqué parce que vu que t'es visible, tu vas dire des choses et ça va blesser des gens sans que tu l'anticipes, que tu le veuilles, tu vois. Et ça, moi j'ai appris un peu à gérer ça. Tu vois, en fait, des fois, en story, je faisais des blagues et tout. Je me souviens d'une histoire où une personne a été hyper blessée par une story que j'ai faite. Pour moi, c'était vraiment de l'humour et c'était pas du tout une attaque. La personne l'a vraiment pris comme une attaque
Elle m'a dit, moi, ça m'a un peu détruit, tu vois. Mais ça, t'as grave raison. Et ça, c'est hyper difficile, je trouve, parce que comment faire l'équilibre entre on n'a pas envie de faire du mal aux personnes qui nous suivent ou aux personnes qu'on apprécie, mais d'un autre côté, si du coup on commence à vouloir ménager les sentiments de chacun, en fait, on dit plus rien. En vérité, tu vois. Et moi, j'ai pas encore tellement... je suis pas tellement encore certaine du choix, si choix il y a à faire, que j'ai envie d'emprunter, parce que je connais des filles hyper... Enfin, tu vois, je sais pas si tu connais Élise et Julia, je les aimerais bien, mais je les ai reçues sur mon podcast, et elles disent vraiment ce qu'elles pensent, mais tu vois, elles s'en foutent. Et perso, moi, j'admire beaucoup ça, parce que ça demande du courage. Mais de l'autre côté, oui, ça veut dire qu'elle blesse des gens. Et moi, perso, c'est pas tant le regard des autres, mais c'est plus genre me dire, genre décevoir, ça me fait trop mal. Avoir un impact négatif, je trouve que c'est dur. De se dire, ouais, il y a des gens et tout, je vais dire des trucs, ça va les blesser. Donc je comprends ton combat un peu, tu vois. Être sincère, dire des choses, et en même temps, faire attention aux émotions de chacun, c'est... c'est ce que tu dis, c'est ce que t'as vécu avec la story, en fait. Hein, exactement. Mais j'ai beaucoup regretté cette story. Je me suis excusé 1000 fois, mais en fait, quand elle m'avait fait, c'est vrai. Et ça, c'est dur. T'arrives à accepter l'imperfection, l'erreur? C'est toi qui réponds aux questions, attention. On va faire un peu des deux. Ouais, j'ai du mal à accepter quand je blesse des autres. Quand c'est mes erreurs, c'est pas grave. Je me dis que j'apprends. Mais quand c'est un impact négatif sur les autres, j'ai beaucoup de mal à vivre. Et j'ai tendance un peu à le ressasser un peu, tu vois. Je suis tellement pareil. Ah ouais. Et en fait, t'arrives pas à faire la paix avec toi-même. T'arrives pas à t'auto-pardonner. Non. Et je sais pas si c'est avec toi que j'en parlais, j'ai l'impression d'avoir déjà eu cette discussion, mais en fait, c'est presque comme si, moi, l'autoflagellation, c'était mon prix à payer, tu vois. C'était comme s'il fallait que je me l'inflige. Le fait de ressasser et de me dire que je suis vraiment une merde et que j'aurais pas dû faire ça. Et en fait, c'est plus le fait, perso, de pas avoir de solution. Genre, je suis complètement démunie face à l'idée de mon inaction et de mon incapacité. Et donc, quand t'as fait une erreur, et que, genre, comme tu dis, le mal est fait, t'as dit un truc que tu voulais pas dire ou pas, ou que ça a été interprété d'une certaine manière, le fait de se dire, je peux pas revenir dessus, moi, j'ai grave du mal avec ça. Tu dis souvent que t'es une merde ? En fait, c'est marrant parce que... Je me le disais pas tellement il y a quelques années, alors que bon, j'ai toujours été assez exigeante envers moi-même, mais je sais pas, j'avais peut-être pas matière à me dire ça, ou j'avais peut-être moins d'enjeux. Et en fait, dernièrement, je me le dis de plus en plus, mais en fait, c'est pas, tu vois, c'est pas de la détestation de soi, tu vois, je prône l'amour de soi, et en soi, je m'aime, j'aime qui je suis, mais un peu de manière conditionnelle. C'est ce sur quoi je travaille. C'était quand la dernière fois que tu t'es dit ça ? Clairement, là, l'épisode, il y a 2 semaines, des articles qui sont sortis et vraiment, je me suis dit, mais t'as une femme que j'aime beaucoup, qui m'a ouvert des portes, qui croit en moi. Et en fait, je comprends que de l'extérieur, t'as l'impression que je lui ai cassé du sucre dans le dos. Et en plus, je déteste les hypocrites, tu vois. Et en fait, c'est ça qui est terrible. Enfin, moi, c'était pas du tout mon but. C'était vraiment juste de dire, le monde de la télé en général, je trouve quand même que les gens portent des masques et tout. Mais c'était pas du tout dirigé contre elle ou contre l'émission. Et donc voilà, de me dire, et c'est un peu ça où, tu vois, on se dit, est-ce qu'on a vraiment fait la paix avec le regard des autres, même quand on pense l'avoir fait ? C'est me dire qu'elle va penser que... je suis en fait quelqu'un qui n'est pas de confiance ou quelqu'un qui je sais pas et je sais pas ce qu'elle peut se dire, mais voilà, ça me fait vraiment mal, et je me suis vraiment dit, mais en fait t'es une merde. Et tu en as parlé ? Ouais, j'en ai parlé. Elle a dit quoi ? Elle m'a dit que juste elle avait pas trop compris, que les gens de sa prod lui avaient envoyé ces articles là, et tu vois, je lui ai expliqué tout ça, mais bon, voilà, si tu veux, je lui ai pas dit je me sens vraiment trop mal, je lui ai juste dit, écoute, ça a été vraiment détourné, c'est pas du tout ce que je voulais dire, j'en suis désolée. Mais ce que tu ressens, c'est que t'es trop mal ? Ouais, mais... tu l'as pas dit ? Je sais pas, je crois que j'estime plus les raisons rationnelles que les ressentis. Mais en fait... Donc tu vois, dire je me sens mal, elle s'en fout, enfin... Je suis pas sûr. En fait, dire putain, je suis désolé de t'avoir blessé, c'est très sincère et humain. Dire je suis désolé, ça a été détourné. En fait, c'est une façon. Ça fait une justification, quoi. Et c'est une manière de se déresponsabiliser. Tu vois, dire il y a les faits, ce que t'as dit, et il y a ce que tu ressens, ce qui est très personnel. Et je pense que la meilleure manière d'être pardonné, c'est de lui dire ce que tu ressens. Et de lui dire, mais en fait, j'avais aucune envie de te blesser, ça me blesse que ça t'ait blessé, tu vois. C'est vrai, mais je crois que ça demande une. En fait, ça, c'est. Je sais pas si c'est lié au fait que j'ai du mal à admettre mes torts, parce que j'ai pas l'impression... Si, peut-être. Tu sais... Mais en fait c'est que ce serait une espèce d'aveu de faiblesse, je pense. Enfin, je crois qu'inconsciemment, je le perçois comme ça, tu vois. Tu penses que tu sais t'excuser ? Je réfléchis à la dernière fois que j'ai dit je suis désolé. Oui, tu vois, pas plus tard qu'hier. Justement, pour moi, tu vois, il y a le je suis désolé un peu social,
Et là, il y a le « je suis désolé » parce que j'analyse, je comprends pourquoi je t'ai blessé et c'était une erreur. Et tu vois, je trouve qu'il y a toujours manière de dire « oh, si tu as mal pris, je suis désolé ». Mais ça, c'est pas une vraie excuse. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je suis d'accord. Ouais. C'est vrai que ça... Mais en fait, ce que je trouve difficile avec ce que tu décris, c'est parfois... En fait, c'est que, du coup, c'est pas tellement admettre mes torts, mais c'est donc admettre que j'ai fauté. Oui, donc c'est la même chose. Mais en fait, en disant « je suis désolée de t'avoir blessé et je regrette », j'ai l'impression de donner raison à l'article. Mais t'as raison, franchement, faut que je bosse dessus. Mais tu sais, c'est un peu comme sur les réseaux quand t'as merdé pour X ou Y raison, parce que en vérité, l'erreur est humaine. De fou. Mais sur les réseaux, non. Quand t'es visible, ouais. L'erreur n'est pas tolérée. On explique c'est quoi ce podcast ? Ouais, c'est quoi ce podcast ? Est-ce qu'on n'a pas expliqué ? Ah oui ? Qu'est-ce qu'on faisait aujourd'hui ? Bah après, je pense que j'ai compris du coup. Hein. Je pense qu'ils ont compris. Aujourd'hui, du coup, donc Victor, c'est vrai, m'a proposé pour les 5 ans du podcast d'inverser les rôles et de m'interviewer. Donc voilà, comme c'est Victor et que j'apprécie beaucoup Victor et que je me suis dit que ça pourrait être très cool de discuter avec lui, j'ai accepté. T'as pas accepté tout de suite ? J'ai pas accepté tout de suite. Je t'ai posé la question, est-ce que ça va intéresser les gens ? Ouais, en fait, comme je l'ai déjà fait au tout début du podcast avec ma cousine, je me suis dit, bah non, ça sert à rien, je l'ai déjà fait. Bah oui, c'était à 5 ans. Voilà, et après, c'est vrai que je me suis dit, ça c'est un peu le biais des créateurs, t'as l'impression que tout le monde voit tout ce que tu fais, alors que pas du tout. Et puis t'as changé ? Et puis j'ai changé, ouais. Mais ouais, au début, je me suis dit, est-ce que le but du podcast, c'est d'entendre parler les autres, tu vois. Non, mais pas forcément moi. Enfin, après, voilà, moi, j'ai plus l'idée que ça va être une discussion entre nous deux que juste une interview de moi. Tu sais pas de quoi je vais te parler, hein ? Non, je sais pas. Alors moi, j'ai une règle, c'est que je vais essayer de driver un peu la conversation. C'est-à-dire que si je te pose une question et que j'ai pas la réponse à ma question, et que je sens que tu défocuses, je te ramène à la question. Ok. Donc, je vais me permettre de te couper parfois. Mais vas-y, pas de problème. Parce que je pense que c'est important, tu vois, de rester un peu sur la ligne. Pour les gens qui savent pas forcément, je fais aussi des interviews d'inconnus. Donc, c'est un truc que j'adore faire. Donc, j'espère qu'on va passer un moment et que les gens vont apprendre plein de trucs. Mais j'espère aussi, j'adore. J'ai besoin de refaire une intro alors que ça fait pas 20 minutes qu'on parle. Bon, on va commencer. T'étais comment quand t'étais petite ? J'étais dynamique. J'étais bout en train, assez... en fait, je me définis pas mal par rapport à ma sœur jumelle, déjà parce qu'on nous comparait beaucoup, mais parce que c'est assez parlant. Tu vois, on était sœurs jumelles et pourtant hyper différentes. Donc moi, j'étais toujours un peu celle qui menait la danse, celle qui prenait la parole, celle qui allait la défendre, celle qui tapait du poing sur la table. Tu prenais la grande gueule, quoi. Ouais. Je prenais clairement de la place. Et Camille, c'était celle qui était toujours d'accord, toujours avec moi, toujours sportive. Franchement, on a rarement fait duo plus complémentaire. Est-ce que du coup, tu dirais qu'elle était plus appréciée parce que plus arrondisseuse d'angle, quoi ? Ça dépend par qui. Ok. Ça dépend par qui, mais un peu comme dans la vie, hein, y a des personnes qui s'entendent mieux avec les personnes qui sont plus conciliantes, chill, pas prises de tête et calmes. Et il y a des personnes qui préfèrent les grandes gueules et tout ce qui va avec. Donc, tu vois, au primaire, collège, je dirais que non, parce que du coup, en fait, quand t'arrives à t'imposer et que t'es assez jeune, c'est souvent à admirer. Là où, en fait, Camille, de toute façon, elle s'en foutait. Elle vivait sa vie tranquille. Enfin, tu vois, on n'avait vraiment pas du tout la même vision des choses, les mêmes aspirations, les mêmes ambitions. Enfin, tu vois, moi, à 9 ans, j'ai déclaré que je voulais être journaliste et j'ai demandé un dictaphone, je sais plus à quelle occasion, et j'ai commencé à interviewer tout le monde autour de moi. Est-ce que la vie que tu as aujourd'hui, c'est ce que tu aurais voulu quand tu étais petite ? Je pense que oui. Enfin, bon, de toute façon, je voulais qu'une seule chose, c'était être journaliste. Donc, je le fais un peu. Et en plus de ça, j'ai des opportunités qui font toujours rêver, parce que je rêvais pas mal quand j'étais petite, vu que j'étais pas je sais pas si j'étais pas heureuse, mais en tout cas j'étais très révoltée. Contre quoi ? Contre l'autorité. Ok. Donc notamment l'autorité parentale, mais l'autorité de manière générale. Je me souviens, tu vois, et ça j'ai souvent dit à mes psys, la seule émotion que je me souviens vraiment avoir ressentie enfant, c'est de la colère. Contre qui ? Mes parents. À cause de leur autorité ? Ouais. C'était quoi genre ils t'imposaient trop de trucs ?
Ouais, bah en fait, ils n'expliquaient jamais les raisons de leur refus. Ah ouais. Et en fait, moi, je voulais toujours comprendre pourquoi. Et en fait, j'avais jamais de réponse. C'était parce que je l'ai décidé. C'est comme ça. C'est comme ça. Et moi, ça me rendait folle, tu vois. Surtout que j'avais des bonnes notes, j'étais pas une enfant difficile. Donc vraiment, je pense que c'est de là qu'est né mon sentiment d'injustice et surtout mon combat contre l'injustice. Parce que, et vraiment, en fait, quand je dis que je me souviens, tu vois, de Noël heureux, je me souviens avoir ressenti de la joie, mais celle que j'arrive encore à ressentir dans mon corps, c'est la colère, tu vois. Je me revois encore vraiment bien, à 8, 9, 10 ans, fermer la porte de ma chambre, avoir les larmes de rage qui me montent, et me dire, plus tard, je ferai ce que je veux, genre, je leur montrerai. Et je rêvais, du coup, à une vie un peu extraordinaire. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, t'es en colère ? Je le suis beaucoup moins parce que du coup j'ai réussi à acquérir cette liberté, mais je le suis encore sur certains sujets dans la société. Mais c'est pour ça, par exemple, je pense que je suis pas militante ou activiste comme d'autres le sont, que j'admire d'ailleurs beaucoup. C'est que je pense que pour être activiste, il faut vraiment avoir cette colère qui brûle et qui rend en fait l'inaction impossible. Ouais. Moi, je me suis presque modérée avec le temps, ou en tout cas... parce que franchement, il y a un coût à être activiste, dont on parle... Enfin si, on en parle de plus en plus sur les réseaux, mais tu vois, j'ai réfléchi à un moment, je me suis déjà dit, est-ce que je veux plus m'investir ? Est-ce que je veux faire, je sais pas, des sittings, des grosses actions qui permettent en effet de souvent faire bouger les choses plus rapidement ? Ouais. Mais en fait, j'ai pas envie d'avoir la vie qui va avec. C'est très intéressant, ouais. Tous les sacrifices qui vont avec. Ouais. Et tout comme j'ai pas envie d'avoir la vie qui va avec le fait d'être une star. Genre, j'ai vraiment pas envie d'avoir cette vie, tout comme j'ai pas envie d'avoir la vie des politiques. Enfin, tu vois, limite, je fais un peu par élimination. Ah, c'est trop marrant. Ouais. Et pour en revenir à ton enfance, est-ce que quand tu repenses à ton enfance, t'es plutôt nostalgique ou t'as juste des souvenirs moyens, quoi ? Non, je suis pas du tout nostalgique. Et ça, c'est vrai que Camille, elle le dit souvent. En fait, je suis quelqu'un de nostalgique parce que j'ai tendance à idéaliser le passé. Enfin, j'ai tendance à tout idéaliser en fait. Mais tu vois, je lui ai déjà dit, oh là là, mais je sais pas, tu te rappelles quand on avait 15 ans et qu'on a fait ce voyage. Et en fait, elle est hyper pragmatique et elle va me dire, moi je reviendrai pas à cette période. Hein. T'oublies qu'à cette période-là, les parents ne les laissaient pas sortir, on savait, enfin tu vois, tous les inconvénients qu'on a pu avoir. Et c'est vrai que maintenant je me rends compte de ça. Tu vois, là, si on me propose de revenir à en fait, avant mes 18 ans, je dis non, tu vois. Ok. Donc t'es pas si nostalgique que ça. Tu as été et maintenant tu réalises en fait que peut-être... non, en fait, je suis nostalgique de moments précis. Ok. En fait, notamment quand je vais pas bien, je vais me dire oh là là, mais à ce moment-là, j'étais tellement heureuse. C'est quand la dernière fois où t'allais pas bien ? C'était il y a pas si longtemps que ça, je dirais en juillet dernier. J'en ai parlé sur mes réseaux. J'étais dans une situation très très critique. En plus difficile à comprendre pour moi comme pour le corps médical, où clairement j'en suis arrivé à un stade où je me disais que j'allais en fait, comme je voulais pas penser à la mort parce que enfin tu vois, il y a une espèce d'aveu de enfin j'aimais ma vie, donc en fait c'était horrible de dire j'aime ma vie mais je vais pas bien du tout. Je réfléchissais à ce que je pouvais faire, tu vois, je me disais je vais rentrer dans un couvent. Mais bon, en vrai, je suis pas tellement religieuse, tu vois, donc je vais pas rentrer dans un couvent. Mais genre, vraiment, je pensais... Enfin, je pouvais plus vivre ma vie telle que je la vivais à ce moment-là. C'est-à-dire que tu voulais pas te suicider, mais t'avais juste envie que ça s'arrête ? Ouais, exactement. Ok. Tu veux bien revenir dessus, sur les raisons Ouais. En fait, c'est un phénomène qui est arrivé 2-3 fois au cours de mon enfance-adolescence, où j'avais l'impression que en fait, j'avais une toupie dans le cerveau. Okay. Qui tourne en boucle, et que je peux rien faire pour l'arracher. Et en fait, il y a 2 ans maintenant, fin 2021, c'est revenu, mais c'est pas parti. Pendant combien de temps ? Alors au début, c'était pendant 1 mois. Donc pendant 1 mois, dans ton cerveau, ça a tourné, ok, d'accord. Ouais. Et donc tu dois faire semblant, tout ce que tu fais, tu dois faire semblant, tu vois. T'as qu'une envie, c'est t'arracher le cerveau. Et c'est reparti, et en fait, c'est revenu à partir de janvier 2022. Et en fait, là, ce n'est plus jamais reparti. Et donc, tu vois, j'ai tout fait pour aller mieux. Moi, quand j'ai un problème, tu vois, je suis vraiment la meuf. Ouais, je vais tout mettre en place. J'ai lu plein de livres. J'ai vu des psys, j'ai vu des thérapeutes, j'ai vu des hypnothérapeutes, j'ai vu... Des chamans. Non, mais vraiment, je suis même partie à l'étranger pour ça. Hein. Ouais, en fait, tu cherches tout. Mais j'étais prête à tout.
Et c'est là où peut-être certains n'ont pas... Enfin, je pense que ceux qui écoutent tous les épisodes du podcast ont vu que l'année dernière, je recevais pas mal de gens un peu alternatifs et que j'avais plus d'intérêt pour le développement personnel, etc. Parce que j'avais l'impression que du coup, en fait, ça, ce que j'avais, c'était une espèce de... Je sais pas, dans ce que j'ai lu, c'était genre tout est un trauma refoulé. Et que tu peux, en travaillant sur toi-même, libérer. Et en fait, après ce voyage à l'étranger, ce chaman rencontré, et en fait rentrer clairement déçu et au plus mal. Attends, alors du coup, ça t'a un peu aidé ou au contraire, ça a juste... Bah en fait, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas de un peu mieux ou pas avec ce que j'avais. Tu vois, c'est pas un truc où on peut se dire... t'es mal, mais en vrai, tu vas voir tes potes et tu te changes les idées. T'as pas d'évolution. Ah non, c'est non, ça non. qui est horrible. En fait, c'est tant que la toupie est là, t'as envie de mourir. En fait, même si t'es avec tous les gens que t'aimes. Tu passes le meilleur moment de ta vie, t'as quand même la toupie qui tourne et qui t'éclate le crâne. Ouais. Tu vois, je remercie tellement le ciel d'avoir fini par écouter mon psy qui m'a dit Louise, les médicaments, tu vois. Et d'avoir trouvé un psy qui a compris ce que j'avais, parce que j'étais mal diagnostiquée 2-3 fois, tu vois. Et donc en fait, c'est fou, quoi. Maintenant, du coup, je suis redevenue moi-même. Et donc c'est là où j'ai vraiment compris que la santé mentale, c'était pas un truc que tu choisissais. Alors que le développement personnel a tendance à te laisser croire qu'en adoptant certains comportements, tu vas pouvoir atteindre l'état d'esprit que tu veux, ou tu vas pouvoir atteindre la vie que tu veux. Et en fait, je trouve que c'est tellement simplifié. En fait, ça marche dans, je sais pas, 70% des cas quand t'as pas de pathologie. Quand t'as une pathologie, mais en fait, c'est que du bullshit. Et c'est dangereux, du coup, je trouve, de vendre ce discours. Bien sûr, on peut prendre des cas extrêmes, tu sais, de cancer ou vraiment de maladie où ta santé est en danger, où on va dire il faut faire des cures de jus détox et tu vas aller mieux, c'est sûr. Bah, c'est comme ça que Steve Jobs est mort, d'ailleurs. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, il avait un cancer de la prostate, je crois, du pancréas, et il a essayé de se guérir au jus de carotte. Non, mais tu vois, même Steve Jobs, tu te dis, même un des mecs les plus intelligents de ce monde, et je comprends, tu vois, d'où ça vient. En fait, c'est toujours mieux de se dire que tu vas traiter la cause de tes symptômes plutôt que les symptômes eux-mêmes. Et moi, j'adhérais grave à ce discours, tu vois. En plus, j'ai des amis qui sont vraiment allés mieux grâce à des travaux spirituels sur eux-mêmes. Mais en fait, je pense que quand t'as un problème chimique, en fait, c'est pas de ta faute. Tu peux rien y faire, sauf écouter les professionnels de santé. En fait, c'est hyper intéressant. Je pense que t'as complètement raison quand tu tombes sur la bonne personne. Mais c'est vrai que je pense, par exemple, en France, on prend trop d'antidépresseurs et que c'est un peu la solution de facilité. Mais que c'est clairement, il y a des moments où c'est totalement légitime. Et c'est... En fait, c'est comme tout, on va vers un extrême, et du coup, on en revient vers l'autre extrême. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il y a des cas où, tu vois, quand la dépression, elle est un trauma, ponctuelle. Non, mais tu vois, quand elle est un passagère. Non, quand elle est liée à un événement en particulier. Situationnel. Ouais, voilà, on va dire ça. Situationnel. Ok. J'imagine, tu vois, que tu peux... et j'en ai parlé avec une amie hier d'ailleurs, par exemple Mange Priem. Moi je l'ai lu dans l'avion qui m'a amené en Amérique du Sud pour aller voir des chamans. Et en fait c'est hyper culpabilisant parce que elle, en gros, elle vit un divorce hyper lourd. Donc elle prend des antidépresseurs parce qu'en vrai elle est au fond du trou, et comme j'aime à dire, en fait t'as pas de point bonus à souffrir. Donc ça sert à rien de souffrir. Donc si ça peut vraiment t'aider à sortir d'une phase difficile, franchement, vas-y. Et après, elle te dit qu'elle a arrêté justement les antidépresseurs parce que, en fait, elle a voyagé aux 4 coins du monde et grâce aux rencontres qu'elle a faites et voilà, elle a repris goût à la vie. En fait, elle va beaucoup mieux à la fin. Et tu vois, genre, I wish it was that simple. Bah oui. J'aimerais que ce soit aussi simple que ça, mais ça l'est pas pour tout le monde, tu vois. C'est ça, ça peut être sa réalité, son expérience, mais c'est pas pour ça que tout le monde... Tu vois, c'est ce truc, il y a trop de gens... Ils croient, ils ont des problèmes, ils partent en voyage en Thaïlande et c'est bon, tout va aller mieux. Je pense que ça peut être une solution, ça peut être une guérison, mais c'est pas la seule. C'est pas la seule, tout à fait. Et c'est pas la tienne des fois. Et surtout, il y en a pas une plus noble qu'une autre. C'est clair. Tu vois, moi j'avais l'impression que si je revenais d'Amérique du Sud et que j'étais guérie, je sais pas, je serais beaucoup plus fière de moi, comme si en fait c'était une question de volonté, que c'était une question de persévérance, et qu'en fait prendre des médicaments c'était genre la loose. Bah ouais, c'est moins sexy. Que j'étais encore une fois une merde. Et en fait, c'est absurde, cette hiérarchie dans la guérison. En fait, le seul but, c'est de guérir. Et oui, il y a plusieurs voies, oui, on peut essayer plusieurs chemins, mais en fait... Voilà, moi en l'occurrence, il y en avait pas d'autres. Donc c'est marrant, ça me rappelle en Inde, j'avais rencontré un mec et c'était à mon départ dans mon auberge, j'avais rencontré un gars qui est là depuis 3 mois, tu vois. Et en fait, il détestait sa vie, tu vois.
Et au bout de 3 mois, il avait réalisé, il dit, en fait, je vais rentrer. Qu'est-ce que je me casse les couilles à être en Inde parce que c'est stylé de voyager et tout, alors que ma famille, mes amis me manquent, je les aime de ouf. Et je disais, putain, mais mec, t'as raison, juste sois heureux, tu vois. En fait, je pense, notamment dans le voyage, il y a des gens qui font pour les mauvaises raisons. Parce que c'est sexy, parce que partir à l'aventure, t'as l'impression que c'est une étape, tu vois, qui fait de toi une meilleure personne. Et je trouve pas, enfin, tu vois, genre si t'es heureux chez toi et qu'en fait t'es mieux avec des médocs parce qu'effectivement c'est dans ta tête, fine, tu vois, tu pollues moins, ça coûte peut-être un peu moins cher, tu vois. Ouais, non, et puis surtout, c'est juste, tu vas mieux, tu vois. Moi, si jamais j'avais guéri grâce à des thérapies alternatives, tout, tu vois, je crache pas dessus. Ouais. Mais je pense qu'il faut pas sous-estimer l'importance d'être diagnostiqué par un vrai professionnel de santé et pas... Enfin, tu vois, moi, vraiment, il y a plein de thérapeutes qui ont essayé de lier ça à des histoires mais tu vois, trauma intergénérationnel, ou je sais plus comment on dit, transgénérationnel. Enfin, peut-être qu'il y a des gens pour qui c'est le cas, mais enfin, moi, je pense vraiment juste que aussi, tous les cerveaux ne naissent pas de la même façon et que, enfin, voilà, il y a des personnes qui, à un moment, ont un bug et il faut le rectifier, quoi. Et ça fait pas de toi un échec pour autant, ça fait pas de toi une personne qui a moins de valeur pour autant. Et ça, c'est vrai que je sais pourquoi. Je sais pas pourquoi la santé mentale est aussi tabou, parce qu'en vrai, les gens n'ont pas de mal à dire je me suis cassé une jambe. Et du coup, j'ai pris un Doliprane parce que j'ai mal. Et pourtant, combien de personnes n'osent pas dire qu'elles prennent des médicaments? Il y a un vrai tabou là-dessus. Tu vois, et en fait, je pense que c'est à cause de l'image de la folie, en fait, qui est totalement, j'allais dire glamourisée, mais c'est dans le mauvais sens du terme, quoi, qui a été dépeinte dans les films et dans les livres. Les fous avec les médicaments, tu sais, avec la camisole et tout. C'est ça, les gens qui vont te sauter dessus, hurler. Enfin, non, et encore une fois, même ces personnes-là, c'est pas de leur faute, tu vois. Genre, moi, maintenant, je suis vachement bienveillante et tolérante. En vrai, même l'expression non, mais lui, c'est un fou, tu vois, c'est hyper blessant et méprisant. Et c'est facile. Ouais. Tu justifies tout en fait. Ah d'accord, du coup c'est un méchant, c'est... Mais ce qui est dur, c'est vrai, c'est de juger ce qui relève de ta capacité ou non. Et d'accepter... et d'accepter ce qui relève... Marc Aurèle, Marc c'est ça Aurèle, on l'a cité, non, déjà Probablement. Ouais. Ça revient tout le temps. Donc la citation, c'est donne-moi la force de changer ce que je peux changer, d'accepter ce que je peux pas changer et de savoir différencier. Et la sagesse de pouvoir faire la différence entre les deux. Ouais, j'essaie clairement de me le dire, mais moi je fais partie des gens qui n'acceptent pas ce que je peux pas changer. Bah oui, in power. Ouais. C'est ça, hein. Ouais. C'est du pouvoir de... Non mais en fait c'est un défaut et une qualité, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est du coup, je prends pas non pour une réponse, ouais. Mais le problème c'est que je prends pas non pour une réponse, et que parfois c'est pas moi qui décide, tu vois. Bah notamment, moi j'ai un ami qui a un cancer et qui est en phase terminale malheureusement, et... Aujourd'hui, à force de se dire j'accepte, c'est ma condition et je vais vivre en paix parce que je peux pas changer. Oh, c'est fort. T'imagines? C'est hyper fort. Ouais, t'imagines quel point ton quotidien, c'est pas du tout la même chose. T'as pas le même rapport au temps, aux autres. Et ça, c'est un truc. Ouais. Mais tu vois, je sais pas. Je sais pas à quel point on peut le décider. Il y a une question de nature, il y a une question de tempérament. Et après, bien sûr, on peut travailler là-dessus, mais tu vois, moi, ce côté difficulté à accepter l'injustice, je pense que dans son cas, même si avec un gros travail, je peux réussir à l'accepter, je ferai toujours des petites rechutes, je pense, en mode, mais pourquoi moi, tu vois? Mais en fait, il y a un moment où tu peux pas lutter contre ça. C'est une réalité. Et le seul chemin, c'est de l'accepter. Parce que t'auras beau te révolter, ton cancer il sera encore là et il te restera peu de temps à vivre. Donc je pense qu'à un moment aussi, t'es épuisé de te battre pour un combat que tu vas pas gagner. C'est vrai. C'est hyper noble. Mais c'est dur, j'ai le cœur qui s'est serré. Ah ouais, je pense que ça doit prendre du temps et un combat et un truc dans ta tête qui doit être... Tu dois te lever le matin en réalisant, en fondant en larmes et en te disant putain, c'est injuste et tout. Et après, c'est la fin du deuil, quoi. Super, on a niqué l'ambiance. Donc on parlait de ça, on va parler des moments de joie. Est-ce que maintenant tu te sens plus heureuse? Oui, en fait c'est au-delà de heureuse, je me sens bien. Okay. Donc c'est déjà quand même ça le principal. Ouais, vraiment, j'avais l'impression de ne pas être moi et d'avoir enfin retrouvé mon enveloppe. C'est arrivé quand ça du coup? Le début des médicaments et le début des effets? Franchement assez rapidement. Je les ai pris en juillet et je pense qu'en septembre j'allais vraiment déjà mieux. Okay. Genre la toupie faisait de moins en moins de bruit, Aujourd'hui elle fait encore un bruit? Non. Aujourd'hui, j'ai plus la toupie. Parfois j'ai peur. Ouais. Parfois, j'ai peur que ça revienne parce que, tu vois,
Mon psy il appelle ça les symptômes fantômes, tu vois, c'est que tu vas te rappeler ce que c'était. Mais voilà, maintenant, j'accepte et j'essaye justement de pas contrôler, tu vois, de me dire, ok, c'est bon, tout est sous contrôle et ça va bien se passer. Et voilà, de faire confiance, en fait, et d'accepter que tout ne relève pas de ma volonté. Et je pense que c'est ça qui a été très dur aussi avec ce que j'ai eu, c'est le fait que je sois vraiment quelqu'un d'hyper dans l'action, hyper volontaire, et qu'en fait, là, on m'a envoyé le truc que je pouvais pas maîtriser, quoi, contre lequel je ne pouvais rien faire. C'est ça qui est terrible, surtout quand c'est dans ta tête. Ouais. Tu vois, c'est pas un truc extérieur, c'est vraiment en toi, quoi. Et tu portes ça partout, tout le temps. Ouais, non, c'était vraiment l'enfer. Donc c'est pour ça que maintenant, je chéris chaque jour, et c'est fou comme après, tout te paraît beaucoup plus futile. Ouais, c'est clair. Genre vraiment, tu vois, les trucs pour lesquels je m'énervais avant, maintenant, je m'énerve plus. Ou alors quand je commence à m'énerver, je me dis non mais attends, MDR, juste rappelle-toi l'année dernière et tu vois, tu verras la diff. Mais oui, c'est... Après, j'aime pas la phrase ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Non, moi j'aurais préféré clairement ne pas avoir ce que j'ai eu. Même si j'en ai tiré des enseignements, tout ce que tu veux, hein, juste c'était l'enfer. Ouais. Écoute, si ça peut rassurer de se dire ça quand il nous arrive un truc difficile, fine, mais c'est faux. Voilà. Bah, pareil dans les adages, qui est pas totalement vrai, mais qui est intéressant et que plein de personnes âgées me disent, que j'ai interviewé, que j'ai rencontré, quand la santé va, tout va. Donc, on parle de santé physique et mentale. Et ça, je pense que les personnes âgées le worship, tu vois, le voient plus, parce que en fait, quand t'es âgé, moi, il y a des gens qui m'ont dit, en fait, moi, j'ai mal tout le temps. C'est mon quotidien de femme âgée, tu vois, de personnes âgées. Et là, j'ai réalisé, putain, c'est vrai qu'à un moment dans ma vie, si j'ai la chance d'être encore en vie, en fait, j'aurais mal partout. Et mon quotidien, ça sera la souffrance. Et en fait, c'est pour ça que les personnes âgées, elles sont vachement à la santé. Pour nous, c'est acquis, tu vois. Donc, on est là, genre, bah oui, c'est bon, arrête avec ta phrase. Mais en fait, c'est vrai. Si t'as ça, totalement, tout le reste, totalement. Et ça, je me suis déjà fait la réflexion... tu vois, dans les Noël, Nouvel An, quand j'étais plus jeune, et que justement t'es avec des personnes âgées, qu'elles chinent à la santé, tu vois. J'étais là, mais vous voulez pas chiner à quelque chose d'un peu plus fun? Ouais, non, mais en fait, c'est clairement juste la base de ta pyramide. Tu vois, c'est déjà et la santé, et après le reste, c'est du bonus. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, être jeune, c'est une chance, enfin, en tout cas en bonne santé, qui est précieux de fou. Et j'avais vu, attention, une vidéo inspirante sur TikTok, mais que j'ai trouvé trop intéressante. C'est en gros, t'as 80 ans, t'es hyper riche, t'as trop réussi ta vie et tout. On te dit, tu peux passer un mois dans ton corps de 20 ans, tu donnes quoi? Je pense que tu donnes tout ton argent, tu donnes tout. Donc en fait, à la fin de ta vie, tu seras prêt à tout donner pour vivre ce que tu vis actuellement. Mais ce qui est dur avec cette phrase, c'est que du coup, parfois, ça peut nous faire sentir coupables de pas être en train de profiter. Mais en fait, je trouve ça... Personnellement, j'ai du mal à être reconnaissante pour ce pourquoi je n'ai pas vécu le contraire. Tu vois, c'est que je peux me dire, là, aujourd'hui, à cause de ce que j'ai vécu ou grâce à ce que j'ai vécu, je peux me dire, genre, c'est juste un truc de ouf d'être là, d'être en train de faire un podcast et de pas avoir envie de m'arracher la tête. Mais si je l'avais pas vécu, je sais pas si je pourrais être reconnaissante, parce qu'en fait, je connaîtrais pas autre chose, tu vois. Et ça, c'est difficile. C'est difficile d'avoir de la gratitude au quotidien pour quelque chose qui te semble acquis et normal, c'est sûr. Et c'est ça qui est terrible, c'est ces moments où t'es hyper malade, que t'es hyper grateful d'être en bonne santé, mais ça dure un temps, parce qu'après ça revient ta normalité. Donc je pense qu'il faut pas culpabiliser, c'est notre état d'humain, c'est normal en fait. Tu vois, c'est état stable, et quand ça change, c'est là où on se dit, ah, c'était vachement mieux quand c'était stable. Ouais. Mais c'est pour ça que je suis assez admirative des personnes, tu vois, vraiment heureuses, gaies, aimantes, qui n'ont jamais eu de problème dans leur vie. Parce qu'en fait, elles ne connaissent pas autre chose et du coup, elles pourraient être hyper, je sais pas, suffisantes, toujours insatisfaites, toujours en demande de plus. Alors, je te coupe. Tu penses que c'est possible de pas avoir de problème dans sa vie? Ouais. Je dis ça parce que j'ai une personne qui me l'a dit. Mais elle te l'a dit par... j'ai eu une copine, tu vois, qui vient d'avoir 30 ans. Et on dînait un soir, on était 6... tout le monde y allait je sais pas, il y a eu un peu un mouvement de sa pire histoire, tu vois, vécue. Et elle, à la fin, elle s'est dit, franchement, les meufs, je sais pas quoi vous dire. Genre, moi, il m'est jamais rien arrivé de douloureux, tu vois. Genre, elle a ses 4 grands-parents, elle a ses 2 parents, elle a une sœur ou 2 sœurs, tu vois, qu'elle adore. Elle a rencontré son mec il y a 10 ans, donc en fait, elle a même jamais eu de rupture amoureuse. Enfin, tu vois, oui, elle a des problèmes, tu vois, il y a personne qui n'a pas de problème dans sa vie, mais il y en a qui vivent des moments plus difficiles que d'autres. Et en plus, cette personne, en l'occurrence, fait partie du cas que je décris, qui est toujours
heureuse, le smile, gentille, au service de l'autre. Ouais. Enfin, j'ai l'impression que c'est des qualités qu'on développe pourtant aussi avec la douleur. Je pense... C'est difficile parce qu'il y a ce qu'elle dit et ce qu'elle a ressenti. Peut-être qu'elle, ses souffrances, elle les a pas vécues comme quelque chose de gigantesque. Peut-être qu'elle a une grosse capacité à relativiser. Mais typiquement, tu vois, le fait que ses grands-parents soient là, c'est super, et j'en suis super heureux pour elle. Mais ça veut dire qu'elle va y perdre un jour, que ça arrivera et qu'elle aura quand même ce deuil à faire. Tout à fait. Donc pour moi, la souffrance fait partie de l'expérience de la vie. Et la seule manière de ne pas souffrir, c'est de ne pas vivre. Tu vois, bah oui, si tu restes dans ton confort, c'est aussi une forme de souffrance. D'ennui, en fait, moi, c'est ma pire peur, vivre une vie ennuyeuse, tu vois. Et la souffrance fait partie de l'expérience. Donc non, je pense qu'elle est nécessaire et réelle. Et la question, c'est plutôt comment tu vas deal, tu vois, comment tu vas la traiter, comment tu vas la gérer. Mais tu peux pas l'éviter. Pourquoi tu veux pas d'une vie ennuyeuse ? Parce que je pense qu'il faut vivre pleinement. Moi, c'est ce que j'aime. J'ai envie de rencontrer des gens, voir des choses. Et en fait, l'ennui, j'aurais l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Je pourrais avoir une vie hyper safe, tu vois, mettre des sous de côté, tranquille et tout. Mais je trouverais ça super dommage. J'ai envie d'apprendre et de découvrir et de rencontrer. Avec le prix de la souffrance. Avec le prix à payer, entre guillemets, de... Et tu vois, le truc de la séparation, moi, j'ai vécu des ruptures comme tout le monde. Et j'ai une rupture qui m'a fait un peu mal, comme tout le monde, mais qui m'a fait beaucoup grandir. Et franchement, rétrospectivement, je pense que je suis carrément une meilleure personne, que je suis plus attentif, que... Tu vois, j'ai vécu une émotion que je peux faire vivre à d'autres personnes, et du coup, je suis vachement... Enfin, je sais pas, j'ai trop grandi, donc je suis pas heureux d'avoir vécu. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir grandi et d'être une meilleure personne. Donc, je suis content de... Oui, tu arrives à voir le côté positif et les leçons que tu en as tirées. Et c'est, à mon avis, la seule chose vraiment utile à faire dans les cas où on souffre. Hein. C'est, après coup, de voir ce que ça nous a apporté. Question que j'adore, hein. C'était quoi ta plus grande souffrance ? Ah, c'était clairement ça. Ok. Mais ouais, ce que j'ai vécu, c'est rien que d'y repenser, j'ai envie de pleurer. Enfin, c'était traumatique. C'était vraiment... Sur une échelle de 10 à 10 de la souffrance, c'était 10. 10 tout le temps 10 presque tout le temps. J'avais des moments où c'était un peu moins fort, mais quand je revenais chez moi, c'était 10. Et t'en parlais aux gens ? Non. Même tes proches ? Personne ne savait à part mon psy. Ça devait être encore plus dur à porter. Ouais, mais en fait, comme j'avais l'espoir que ça parte, je voulais pas en parler, par peur que du coup des gens me le rappellent et que ça me le fasse revenir. C'était la seule raison ? C'était pas que... il y avait de ça, il y avait du fait que je voulais pas en parler parce que je voulais pas montrer que j'allais pas bien, et je sais pas d'où ça vient, mais tu vois, c'est un biais un peu humain qu'on a, peut-être de pas vouloir faire du mal aux gens qu'on aime. Mais il y avait aussi j'ai peur que si j'en parle à un ami, peut-être un jour ça part et qu'il me dise alors au fait, je sais pas, comment t'as encore l'ébullition mentale, tu vois, et qu'en fait ça pouvait clairement revenir comme ça parce que quelqu'un me le rappelait et que du coup je voulais le chasser et du coup ça revenait encore plus fort, tu vois. C'est qui la première personne à qui t'en as parlé ? C'est Anaïs, big up. Anaïs que j'ai reçue sur le podcast, si vous n'avez pas écouté cet épisode, qui est thérapeute. Okay. Et du coup, voilà, je me suis dit c'est quand même la mieux placée pour que je lui en parle. Je repose ma question, c'est qui la première personne proche à qui t'en as parlé ? Mais c'est une amie, hein. C'est une très bonne amie. Hein. D'accord. Ouais, c'est une très bonne copine que je connais depuis longtemps, qui est partie vivre à New York. Et en fait, quand c'est revenu fin 2021, au début j'en ai parlé, et c'est elle qui m'a dit écoute... je pense que je peux t'aider, viens, on se fixe un rendez-vous, on a fait des rendez-vous à distance, et tu vois, je suis la seule personne qu'elle n'a jamais réussi à guérir de tous ses patients. mais bon, en tout cas, elle a été un soutien quand même émotionnel fort. Et à quel moment t'en as parlé à ta sœur ? Jamais. Et comment elle a appris ? En vidéo. C'est vrai ? Ouais. Et elle t'en a parlé du coup ? Elle m'en a parlé après, elle m'a dit... ça m'émeut. Elle m'a dit j'aurais préféré que tu me le dises, mais... En fait, je sais pas, lui dire, ça aurait été... je sais pas, je voulais pas la décevoir, je voulais pas la faire souffrir, et c'était un peu la seule personne qui me faisait vraiment tenir, quoi. C'était de me dire, je peux pas laisser ma sœur. Donc, voilà, mais voilà, en plus, je pense qu'elle se serait sentie impuissante, tu vois, elle aurait pas pu m'aider, donc je regrette pas de pas lui avoir dit, j'espère qu'elle m'en veut pas de pas lui avoir dit, mais elle n'aurait rien pu faire. Est-ce que du coup, ça t'a soulagé qu'elle apprenne un peu par un biais, tu vois, un peu passif ? Je pense, ouais. J'aurais pas été capable de le dire en face. En fait, ça me fait, limite, même si je souffrais déjà beaucoup, ça m'aurait fait plus souffrir de la voir souffrir. Ah, c'est fou. Ouais, t'as essayé de la protéger. Bah ouais, moi, à sa place, si c'est elle qui vivait ça, bon, d'un côté, j'aurais voulu savoir, mais d'un autre côté, j'aurais tellement souffert
du fait que la personne la plus importante dans ma vie aille aussi mal, tu vois, je veux dire, je voyais pas pourquoi je lui infligerais ça, quoi. J'étais déjà toute seule à souffrir, pourquoi souffrir à deux? Ouais, surtout qu'en fait, si tu sais qu'elle aurait pu rien faire, exactement. Tu aurais mis exactement ta condition et Ouais. je comprends. C'est marrant, du coup, tu penses que c'est la personne la plus importante dans ta vie? Ouais. Et est-ce que ton copain le prend mal? Non. Ok. Non, il le comprend. Je sais pas, c'est peut-être une question de personnalité aussi. Mais bon, ma sœur jumelle, ce sera toujours la personne la plus importante de ma vie. Enfin, tu vois, c'est même pas une question de hiérarchie. Je sais pas, j'ai vraiment un amour pour elle qui est incommensurable. Comment elle vit que tu sois sur les réseaux? Elle le vit bien. Parce qu'elle n'est pas trop réseaux sociaux, non? Ben, elle est un peu quand même. Maintenant, il y a les vrais, il y a les vrais. Tu vois, typique, ça c'est un truc de notre discussion juste avant sur les réseaux et ce qu'on dit plus parce que on nous a fait des commentaires. Mais moi, j'aime bien dire, ah, vous êtes les vrais. Tu vois, souvent je dis à la fin du podcast, si vous êtes encore là, si vous écoutez juste au bout, vous êtes les vrais. Et quelqu'un m'a dit par DM, ouais, je trouve ça pas très cool que tu dises les vrais ont ceci, les vrais ont cela, parce que du coup, c'est qui les autres, des faux? Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. Bon, bref, en tout cas, il y a les personnes qui peut-être apprécient, voilà, vraiment me suivent mon quotidien et ont vu ma sœur dans la vidéo la suivre. Donc, tu vois, elle a genre 20 000 abonnés sur Insta. Ok. Donc, elle a sa petite fame, tu vois. Micro-influence. Et ça a été, depuis le jour 1, ma plus grande supportrice. Je crois que c'est même la seule dans mes proches à ne jamais s'être foutue de ma gueule. Genre, tes parents sont foutus de ta gueule? Bien sûr. Ah, c'est fou ça. Ouais. C'est dur en vrai. Hein. Ben, pour moi, non. Enfin, parce qu'en fait, j'ai jamais connu autre chose. Donc, tu vois, non, mais vraiment, objectivement, j'ai pas l'impression d'en souffrir. Ok. Enfin, à un moment, ça m'a fait du mal. Des choses, notamment que ma mère a dites, vraiment dures. Ouais, c'est même plus que foutre de ma gueule, elle avait honte. C'est quoi comme sujet? Ben, par rapport au fait que je m'affiche sur les réseaux, certaines photos que je postais. Mais est-ce qu'il y a un truc précis qui t'a vraiment blessé? Elle a dit à ma grande sœur, qui commence à bosser avec moi, pourquoi tu bosses avec Louise, c'est la honte de la famille. Ouais, c'est super dur. Ouais. Ça, je me souviens, ça m'a blessée, mais j'ai plus tendance à ressentir de la colère que de la tristesse. Juste moi, de manière générale. Toi, c'est ta Mon gestion truc, des c'est la émotions. colère, tu vois. Ben, parce que je pense qu'on peut aussi plus facilement la transformer en moteur. C'est vrai. Donc, ça m'a touchée, mais ça m'a pas... j'ai pas pleuré pendant 4 jours, tu vois. Mais ça t'a blessé intérieurement, je pense. C'est normal. Oui, forcément. Et comment tu as appris qu'elle ait dit ça? Elle lui a envoyé par texto. Mais t'étais à côté? Enfin, c'était... Ouais, je pense que... Comme elle commençait à bosser avec moi, elle a dû me montrer le message. Ok. Est-ce que tu penses être la honte de la famille? Pour moi, la honte, c'est subjectif. Et j'aurais du mal à dire que quelqu'un va être la honte de la famille. Parce que, en fait, déjà, ce qu'on fait n'engage que nous-mêmes. Ouais. Donc, en fait, disons que moi, de toute façon, c'est vrai que ce que j'ai fait en me lançant sur les réseaux, c'était pas en pensant à ma famille. Je pensais à l'impact que j'allais pouvoir avoir. Après, moi, j'ai pas l'impression de l'être. Si certains... Après, aujourd'hui, tu vois, pour leur décharge, ils le pensent plus. Ok. Et en fait, ils comprenaient rien, c'est ça le truc? Je pense qu'ils comprenaient pas, ouais, qu'ils avaient peur. Que, vu qu'en plus j'avais fait une grande école, j'aurais pu faire un chemin beaucoup plus sécurisant et valorisant, peut-être. Et c'est marrant, mais c'est un peu quand on dit construis ta réussite en silence, elle se chargera ensuite de faire du bruit. C'est un mantra un peu dans ce genre-là. En fait, c'est qu'à partir du moment où je suis passée à la télé, ça a changé, ouais. Là, ça ma mère était très contente, tu vois. Et tu vois, c'est hyper drôle parce que je pense que pour plein de gens, au contraire, tu serais vraiment la réussite de la famille. Parce que être présent sur les réseaux, passer à la télévision et tout, pour plein de gens. Mais c'est drôle et c'est dur, en vrai. Je pense que ouais, c'est fou parce que tu t'es quand même beaucoup construite et je pense que t'es une inspiration pour plein de gens. Tu vois, donc on s'imagine pas ça forcément de ta mère, tu vois. C'est pour ça que et parfois mes parents m'en veulent que je sois aussi transparente sur notre relation, mais en fait je le ferai toujours parce que pour moi tout ce qu'on vit peut aider les autres. Bien sûr. Et en fait notamment la famille, il y a tellement une sacralisation de la relation parentale à qui on doit tout, on doit pas dire du mal d'eux. Mais pour moi le respect c'est pas inné, c'est acquis. Même pour les personnes qui t'ont donné la vie, en fait. Et je les respecte et je les aime, mais voilà, ils ont pas toujours eu le comportement qui, à mon avis, était le plus bienveillant, adapté, et c'est pas... Enfin, en fait, ils doivent pouvoir l'entendre aussi, quoi. Ouais, c'est vrai. En fait, il y a ce problème de l'image un peu sacralisante des parents
qui doivent être des êtres un peu parfaits, tu vois. En fait, ils font des erreurs et c'est important de l'admettre aussi. Oui, c'est ça. Ils font des erreurs et ça fait pas d'eux des mauvaises personnes. En fait, je pense que c'est toujours difficile, un peu ce qu'on se disait, de reconnaître qu'on n'a pas bien fait. Surtout quand on a voulu bien faire, parce que je pense que la plupart des parents veulent bien faire. Ouais. Mais en fait, il faut savoir entendre l'interprétation des personnes que ce comportement a affecté. Bien sûr. En fait, c'est leur interprétation. Comme tu disais, si ce restaurateur l'a mal pris, c'est pas parce que toi, t'as pas voulu mal faire. Oui, c'est ça, que t'as voulu bien faire, que lui, il l'a pas ressenti autrement et son ressenti est valide. Ouais, mais c'est super difficile pour des parents parce que tu sais, ils ont changé tes couches, ils t'ont vu grandir, donc ils ont l'impression, et ils ont eu cette autorité. Mais aujourd'hui, on est des adultes et il faut aussi accepter ses torts. Je pense que les gens que je respecte le plus, c'est les gens qui sont toujours capables de se remettre en question. Tu vois, d'être curieux, de se poser les bonnes questions, et c'est dur. Je suis et d'accord. souvent, quand tu vieillis, c'est de plus en plus dur, tu vois. Ouais, c'est vrai. La remise en question, moi, je la cultive beaucoup parce que je trouve que c'est une force. C'est ce qui te permet d'évoluer, c'est te permet de progresser. Et en fait, t'es jamais arrivé, quoi. Donc, tu vois, j'ai la chance de pas être susceptible. Et donc, dès qu'on me dit quelque chose, pour peu que ce soit constructif, je le considère vraiment, tu vois. Ouais, c'est trop intéressant. Puis t'as ce truc aussi avec les parents, tu vois, je reviens un peu dessus, tu vois, quand tu leur dis des trucs, des reproches, quand c'est justifié, que c'est une critique constructive, qui va être un peu en mode « Ah, c'est bon ». Tu vois, limite, écoute, je t'ai élevé pendant 18 ans, tu vas pas me casser les couilles parce que j'étais un peu agressif à ce repas. C'est un peu... Non, en fait, vraiment, très grateful pour les 18 ans, merci beaucoup. Mais là, en l'occurrence, je pense que tu t'es mal comporté et je pense qu'il est important qu'on en discute pour délier tout ça, tu vois. Ouais. Et ça, je pense que, en fait, la génération de nos parents et même de nos grands-parents ont beaucoup de mal avec cette relation duel parent-enfant. C'est pas juste du parent à l'enfant, c'est aussi de l'enfant aux parents. Ouais, grave. Et en fait, oui, bien sûr, il y a une éducation qui doit venir de la part des parents, mais tout comme on doit prendre en compte les critiques constructives des personnes autour de nous, franchement, prenons en compte aussi celles des enfants, quoi. Et moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup blessée et ça m'a beaucoup fait du mal qu'on rejette sans cesse ma parole comme si elle ne valait rien parce que j'étais enfant. Aujourd'hui, tu penses que c'est encore le cas ? Que ta parole a moins de valeur que la leur dans les discussions Je me pose beaucoup moins la question. Aussi parce que j'ai un peu décidé aussi, à partir du moment où j'étais indépendante, de plus avoir la même relation avec eux, tu vois. Je ne recherche plus à ce qu'ils m'apprennent quelque chose, je ne recherche plus leur validation, je ne dépends plus d'eux. Alors je reviens dessus, c'est intéressant. Plein de gens cherchent encore toute leur vie la validation de leurs parents. Toi, tu penses que tu as dépassé Je pense, consciemment, je pense. Inconsciemment, j'en sais rien. Et tu vois, pas mal de psys te diront peut-être que ce n'est jamais le cas et qu'on la recherche toujours. Mais vraiment, je me pose jamais la question. Quand je fais un truc, je me dis jamais est-ce que mes parents valideraient ou est-ce que mes parents seraient fiers de moi. Okay. Genre, je me dis vraiment est-ce que j'ai envie de le faire, tu vois. Tu penses que tu cherches la validation de qui ? Des autres, je pense. Inconsciemment, je pense. Mais de qui ? De tout le monde, de tes abonnés, des gens qui sont importants pour toi ? Alors, forcément, en premier, des gens qui sont importants pour moi. Mais oui, je pense que j'ai envie de bien faire et j'ai envie que les autres me disent que je fais bien les choses. Tu vois, ça, je pense que c'est hérité de l'enfance. Donc, même si je recherche plus activement la validation de mes parents, le fait que notre seul sujet de discussion, c'était quelle note t'as à l'école et qui a eu la meilleure note, et si c'est pas moi, pourquoi t'as pas eu la meilleure note, ça crée un mécanisme chez la personne de volonté d'être approuvé, d'être validé et d'obtenir de la reconnaissance, tu vois. Et du coup, par rapport à ça, comment aujourd'hui tu vis les critiques ? Les critiques constructives me dérangent pas. Tous les autres Toutes les autres me font du mal. Même un commentaire aujourd'hui, ça te fera du mal ? Ouais. Parce que c'est le sentiment d'avoir déçu. Je mets pas tout à la poubelle, tu vois. C'est aussi, j'imagine, cette forme d'exigence qui m'a permis de l'être envers moi-même et d'accomplir des choses... assez jeune. Et quand t'es aussi visible que toi et que tu fais autant de choses, tu dois passer ton temps à décevoir des personnes. Bah déjà, je regarde très peu les commentaires. Et DM qui disent « Ah, je me désabonne, t'as changé de ouf, je me reconnais plus, ciao ». Alors, j'en ai pas beaucoup, j'en ai déjà eu. Ah ouais ? Et écoute, ça m'est vraiment arrivé de converser avec la personne. Ok. Parce que voilà, en fait, maintenant je comprends que ça veut pas forcément dire quelque chose de moi. Ouais. C'est qu'en fait, la personne avec son vécu, ses triggers, plein de raisons différentes, peut ne pas se reconnaître dans mon contenu. Ouais, ou l'image qu'elle se faisait de toi, tu sais, une image hyper idéalisée, et après en fait, ah bah ouais, t'es une personne avec tes défauts, comme tout le monde. Exactement. Et ça, j'avais en effet au début un peu de mal. J'avais envie de les convaincre que j'étais quelqu'un de bien. Ouais. Et maintenant, beaucoup moins.
Maintenant, beaucoup moins. Je pense que si quelqu'un m'enverrait ça dépend de comment elle le dirait. Parfois, juste par curiosité, je poserais la question pourquoi ça m'intéresse, tu vois. Ne serait-ce que moi-même, en effet, pour me remettre en question. Et si elle me cite des raisons qui, à mes yeux, ne remettent pas en question mon combat, ma mission ou voilà, le message que j'essaie de faire passer, juste parce qu'elle a besoin de voir autre chose, franchement, c'est pas grave, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'essaie de plus en plus d'accepter, que les gens me voient différemment de comment moi je me vois. Okay. Tu vois, que les gens aient une image de moi qui n'est pas celle que je pense avoir ou que j'ai envie de donner. Tu penses que t'as quelle image ? Alors, je vais te dire l'image que j'ai de moi. Après, je te dirais peut-être l'image que je peux donner. L'image que j'ai de moi, c'est très bizarre d'ailleurs comme exercice. Ouais. Je sais pas, je me considère comme quelqu'un qui aime vraiment faire bouger les choses et qui aime avoir une voix et qui aime la porter, qui aime réfléchir à des sujets de société et du coup partager ses réflexions pour que ça puisse en aider d'autres, qui aime pouvoir mettre son influence à bon escient et pour quand elle va pouvoir bouger les choses. Après, j'aime aussi des trucs plus futiles, hein, tu vois, j'aime assister à des événements importants et pouvoir me dire que j'ai la chance d'être là, peut-être aussi pour le partager. J'aime beaucoup le partage, j'aime beaucoup l'échange, j'aime beaucoup réfléchir. En gros, mon but, c'est un peu de réfléchir et faire bouger les choses pour essayer de changer la société. Okay. Et comment t'as peur d'être perçu ? Et comment j'ai peur d'être perçue et comment je sais que certaines personnes me perçoivent, c'est un peu comme une opportuniste qui essaye de percer en surfant sur des sujets à la mode. Et tu vois, c'est marrant parce que c'est plusieurs créatrices qui m'ont dit ça. Ok. Et donc genre, c'est un au truc qui est début, revenu, ouais. Donc des créatrices, donc vraiment des gens du milieu. Des gens du milieu, alors pas au même moment, mais tu vois, ces 5 dernières années, j'ai 2 ou 3 personnes qui m'ont dit ça. Ouais, ça a dû te marquer. Ça m'a marqué. En fait, quand il y a plusieurs personnes et qui sont assez, tu vois, légitimes dans le milieu, tu te dis, ouais, putain, il doit y avoir du vrai. En fait, je me suis pas... Enfin, tu vois, je me suis dit, mais pourquoi, en fait pourquoi les gens pensent ça ? Et en fait, notamment, il y a une grosse créatrice de contenu, tu vois, qui est venue me voir à une soirée YouTube il y a pas très longtemps. Tu peux pas dire qui c'est ? Non, je peux pas dire qui c'est. Ça va créer du drama. Mais ça va créer du drama, c'est pas le but. Mais c'est quelqu'un qui me voit, qui j'imagine bienveillante, m'a dit, ouais, tu sais, les gens commencent à parler de toi dans le milieu. Et ça, c'est horrible parce que t'as l'impression que tout le monde... Tu vois, dans ce moment-là, t'as l'impression que, en fait, tout le monde va faire sa gueule et en fait, tout le monde pense à toi. Ouais. Et c'est qu'en gros, je sais plus trop comment elle me l'a dit, mais c'est qu'en gros, tu parles tu changes de sujet tout le temps et que tu vas juste parler du sujet qui est à la mode. Et en fait, je me suis dit, mais c'est relou parce qu'en fait, cette même personne qui, à mon avis, n'a pas envie d'être mise dans une case, voudrait que... Tu vois, elle m'a dit, moi, je pense que mon conseil, c'est que tu te mettes sur un sujet et que tu y restes. C'est bizarre si c'est pas ce qui te fait. Et en fait, tu sais, genre, au début, j'en ai parlé à Jules et tout, je lui ai dit, ah ouais, est-ce que tu penses que c'est vrai Enfin, voilà, encore une fois, je lui ai laissé le bénéfice du doute. Bon, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui crée quand même pas mal de drama. Donc, il m'a dit, voilà. Ça, c'est bien de le voir, de remettre la personne dans son contexte. C'est pas que toi, tu vois, t'es pas la seule personne qui allait aller voir. Et en plus de ça, en fait, si à un moment, t'as parlé de sport et que t'as fait le tour, et qu'après, t'as envie de parler d'acceptation de soi, et que t'as fait le tour, et que le féminisme te parle, et que maintenant, t'as aussi envie de parler de santé mentale, ou d'écologie, pourquoi est-ce que tu en empêcherais ? Je suis d'accord. Et je me suis dit, mais j'avoue. Et en fait, tu sais, vraiment, je me suis posé la question et je me suis dit, je préfère continuer à être moi-même et à parler de plusieurs sujets parce que je suis quelqu'un de pluriel et qu'il y a différents sujets qui m'intéressent, quitte à perdre des gens, quitte à être perçu d'une certaine manière, plutôt que, sous prétexte que c'est rassurant que je parle que de féminisme, par exemple, m'enfermer là-dedans, alors qu'en vrai, même si c'est important pour moi, il y a d'autres sujets qui le sont. Ouais, et puis tu vois, te qualifier d'opportuniste, en fait, moi, je pense que je suis quelqu'un d'opportuniste. J'adore les opportunités. J'adore créer un moment où je me dis, putain, il y a un truc à faire, c'est le bon moment, le bon timing et tout. Donc, en soi, opportuniste, tu vois, ça peut être vu comme péjoratif. Mais si c'est... Tu vois, ce qui peut faire peur, c'est côté manipulateur et calculateur, je pense. Mais en soi, l'opportunisme, je pense que c'est plutôt une qualité. T'as raison, et je pense que, tu vois, je le vois peut-être moins comme toi, alors que d'autres ne le voient pas forcément comme ça. D'autres se disent, genre, je sais pas, elle m'a invité pour une vidéo, puis après, je l'ai plus jamais revue, c'était vraiment une opportuniste. Et moi, je me vois pas du tout comme ça. Je me dis, bah non, mais je trouve que t'étais hyper pertinente sur ce sujet-là. En fait, si l'opportunité est partagée, c'est vraiment cool pour les deux parties. Et c'est un peu le jeu. Si c'est de l'égoïsme, c'est toi prendre de la personne. Là, c'est différent, tu vois. Je pense que c'est ça qu'il faut éviter. Mais a priori, si tu lui dis, viens pour un podcast, si tu as pas dit, on va devenir meilleur pote, bah c'était pas le sujet, tu vois. Et c'est la personne qui a projeté des trucs qui sont pas réels. Forcément, en rencontrant tous ces gens et tout, tu vas pas plaire à tout le monde. Et en fait, c'est un peu ça, moi, la bottom line que j'essaye de me rappeler. C'est marrant, je pensais pas avoir ce besoin
de plaire. Et en fait, je pense que inconsciemment, je l'ai. Enfin, en tout cas, peut-être plutôt ce besoin d'être apprécié. Mais plus tu vas grandir, plus proportionnellement, il y a plus de gens qui vont pas t'aimer. Donc en fait, tu regardes Lena Situation. Mais toi, par exemple, je vois pas comment on pourrait pas t'aimer. Toi, je suis sûr que le jour où t'as 1 million, tout le monde t'aime. T'as peut-être 2-3 personnes qui vont te critiquer, mais franchement, t'es vraiment pas sujet à... Bah, je sais pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui m'aiment vraiment pas. Et j'ai déjà eu écho de gens qui disaient qu'ils m'aimaient vraiment pas. Et je pense que vraiment, plus je vais monter, plus proportionnellement, il y aura des gens... je suis moins visible aussi, tu vois. Donc il y a moins de sujets à me critiquer. Parce qu'on me voit moins, parce que je suis un peu plus... parce que tu donnes la parole beaucoup. Ouais, je suis plus timide moi à la caméra, donc en fait, je m'expose moins. Donc c'est facile d'être moins détesté quand on n'est pas exposé. C'est facile de pas être détesté quand je fais une vidéo dans un resto avec une voix off où on me voit 4 secondes. Par contre, on va détester le resto, tu vois. Je crois pas que ça existe des gens qui mettent tout le monde d'accord, et si c'est le cas, c'est des gens assez chiants, tu vois. C'est sûr. Et ça, c'est ma psy qui me disait. Elle disait qu'il y a enfin, déplaire, c'est aussi le signe qu'on a une voix et qu'on fait bouger les choses, quoi. Ah ouais, hein. Franchement, tu regardes Coluche, tu vois, ou l'abbé Pierre, je sais pas, il y a plein de gens qui étaient très très détestés, alors que c'est des gens qui, je pense, ont fait avancer la société. Hein. L'abbé Pierre était détesté ? Je pense, ouais. D'accord. Quand tu fais bouger les choses, quand tu te bats contre des choses établies, c'est vrai. Il y a toujours des gens qui te détestent. Hein. C'est vrai. Ouais, donc, c'est vrai. Mais moi, je trouve ça plus difficile. Enfin, tu vois, franchement, ne pas être aimé par des mecs masculinistes d'extrême droite, je m'en fous. Genre vraiment, c'est le cadet de mes soucis. Ce qui blesse le plus, c'est les gens qui te ressemblent. Ce qui me blesse le plus, c'est les personnes un peu de mon milieu, tu vois, de mon univers. Mais encore une fois, tu vois, mon mantra, c'est faire de son mieux. Que peut-on vraiment exiger de plus que cela ? Et vraiment, je m'y raccroche souvent parce que en fait, c'est déjà assez fatigant d'essayer de faire bouger les choses. Si en plus, t'essayes de plaire à tout le monde, ou même dans ton milieu, tu t'y retrouves pas, quoi. Et puis c'est un combat perdu d'avance. En fait, il te fera forcément du mal. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Tu as revu cette personne ? Non. Ok, c'était la dernière conversation. Genre... Non, mais alors en plus, on n'était pas amis. Hein. Donc c'était un peu sorti de nulle part quand même. C'est bizarre hein. qu'elle se permette de. Ouais, c'était un peu chelou, ouais. C'est quoi la dernière critique qui t'a vraiment blessé ? Celle qui me vient à l'esprit, c'est. C'était en dessous d'un reel. Donc un de mes reels, un peu jeu de rôle et tout. Et en fait, il y a quelqu'un qui commente. Bon, c'est bon, on a compris là, tu nous sers un peu du congelé, recongelé, décongelé. Et tu sais, je l'ai montré à Camille, je me suis dit, waouh, putain, c'est méchant. Mais en vrai, ça pousse aussi à la remise en question. Et je me suis dit, peut-être qu'en effet, je me suis trop laissé complaire. Ouais, je vois ce que tu veux. Dans un thème, tu vois, dans une ligne directrice, il faut que j'innove un peu plus. Mais tu vois, en fait, comme moi, c'est pas très stratégique chez moi, les réseaux. Genre, j'ai pas de stratégie. J'ai pas de ligne édito. Je me dis pas, il faut que je parle de ça parce que... Enfin non, je me dis, j'ai envie de parler de ça, je vais en parler. Du coup, c'est parfois un peu difficile de me rappeler qu'en fait, si, à un moment, il faut quand même réfléchir un minimum à ce que tu partages. Et voilà, que oui, il y a une communauté et qu'ils sont en droit de, tu vois, vouloir un peu de nouveauté. Voilà. En fait, c'est marrant, mais je pense qu'il faut avoir la maturité. En soi, le commentaire, il est constructif. Mais en fait, il faut le lire en mode « Salut, alors j'apprécie ton contenu car je suis abonné et a priori, j'ai vu beaucoup de tes vidéos pour pouvoir avoir ce jugement. Mais je considère qu'actuellement, tu te reposes sur des choses déjà établies qui fonctionnent et j'aimerais voir plus d'innovation. » Tu vois, ça veut vraiment dire ça, mais dit différemment. Ouais, c'est fou de prendre la distance. Et, je pense que ça peut être pas mal de ne pas lire ces commentaires et d'avoir une sorte de feedback de commentaires. De gens qui ont la distance émotionnelle, qui prennent tu vois, ce qui est positif, ce qui est négatif, et qui t'en font un truc hyper constructif de feedback, tu vois. Ouais, mais je pense qu'il faut savoir aussi parfois se confronter à la difficulté, tu vois. Dans la vie, il n'y aura pas toujours quelqu'un pour t'arrondir les angles. Ouais, mais c'est dur humainement de prendre... C'est particulièrement violent parce que c'est souvent, et voilà, mais je pense que ça forge aussi une carapace, hein, ça forge une résilience. Moi, je pense que quand même, j'ai un peu moins mal aujourd'hui quand j'ai des commentaires négatifs qu'il y a 5 ans. Ah, mais tu penses que c'est possible de plus avoir mal ? Je pense pas, parce que à ce moment-là, ce serait lié à un je m'en foutisme. Ouais. Et tant que tu cares de ce que tu partages et du message que tu essayes d'apporter, tu peux jamais t'en foutre à 100%. Je suis d'accord. Est-ce que t'as peur des fois que ça s'arrête, les réseaux ? Rarement, parce que je pense pas que pour moi ce soit une fin en soi. J'ai plus peur de me lasser. Alors, tu vois, tous les ans ou tous les 2 ans, en fait, j'ai besoin de parler d'autre chose parce que j'ai fait le tour de mon sujet, tu vois. Et je comprends que ce soit pas forcément compris par tout le monde et que, tu vois, il y a des gens qui me suivent pour le droit des femmes. Si demain je commence à parler d'autre chose,
elles sont un peu perdues parce que c'est pas ce qu'elles venaient chercher. Mais moi, en fait, je partage et pour les autres, mais aussi pour moi. Tu vois, c'est que souvent, c'est des sujets que je découvre, sur lesquels je me documente. Et donc, en fait, j'aime apprendre, j'aime progresser. Et donc, une fois que j'ai l'impression que je progresse plus, ça m'excite plus, tu vois. Mais t'as raison, hein. C'était toujours dans une phase d'apprentissage. Ouais. C'est ça qui fait que les gens s'intéressent. Je pense c'est que tu te plais, quoi. Et donc ça, je sais que je mets toujours un peu un point d'honneur à... Tu vois, là, je le dis, par exemple, je suis arrivée à un point où j'ai l'impression d'avoir fait le tour du féminisme. Il y aura toujours des combats qui me tiennent à cœur et j'en parlerai toujours, mais je sais que j'ai moins d'excitation, tu vois, à l'idée de partager un contenu spécifique. Alors qu'avant, vraiment, j'avais, genre, limite, je me disais, mais je sais même pas par où commencer. Donc, je vais très certainement très bien parler d'autres choses. Je sais pas encore quoi, alors que généralement, ça venait très naturellement. La santé mentale, voilà, ça me touche de par mon histoire récente. Mais c'est compliqué parce que j'ai pas envie de donner des conseils que je suis pas en mesure de donner, en fait. Vu que, bah, comme on l'a dit, c'est vraiment du cas par cas et que seuls les professionnels de santé sont vraiment en mesure de pouvoir nous aider. Mais déjà, ça, c'est un conseil, hein. Ouais, mais donc, une fois que tu l'as dit une fois... Ouais, je suis pas d'accord là-dessus. Je pense que tu peux, encore une fois, toujours prendre du recul. On a dit, il y a plein de problèmes de santé mentale. Il y en a plein que je pense que tu peux aider, sincèrement. C'est sûr. Et d'ailleurs, tu m'as inspiré un format. Je sais pas si t'as vu le reel que j'ai fait avec Marine, Salut, ça va? Non. Et donc, en fait, je me suis dit, bon, j'ai envie de parler santé mentale. Typique, c'est un truc, tu vois, je sens l'envie. Moi, souvent, j'ai le fond avant la forme. Et je me suis dit, mais comment je peux en parler? Parce que, ben, du coup, moi, j'ai pas grand chose à dire, à part raconter mon histoire, si ça peut aider. Et je me suis dit, ben, en fait, je vais donner la parole à des personnes, à des créateurs. C'était particulièrement ma volonté pour parler de santé mentale. Parce qu'en fait, c'est des personnes qu'on voit sur les réseaux. On a l'impression que leur vie, elle est ouf, ou en tout cas qu'on se compare, tu vois, plus facilement à eux. Et en fait, j'ai envie de leur donner la parole pour savoir si ça va vraiment. Donc, en gros, je pose la question, comment ça va? La personne me dit, bah ça va et toi? Et je dis, bah comment ça va vraiment? Et là, je leur donne la parole. Et c'est toi qui m'as inspiré ce côté, bah en fait, t'es pas obligé de te montrer toi. Tu peux aussi montrer les autres, ou vous deux, mais en leur donnant la parole, quoi. C'est trop intéressant. Moi, je serais curieux, les gens qui écoutent ce podcast, qui regardent la vidéo, est-ce que, tu vois, ils savaient à quel point c'était important pour toi? Je pense que la plupart des gens ne se rendaient pas compte de ce que tu vivais et de la souffrance que ça pouvait être. Ouais, mais tu sais, ça, c'est le biais dont on parlait j'ai l'impression que les gens qui me suivent, ils voient tout. En fait, j'ai fait 2 vidéos YouTube sur le sujet, tu vois, j'en ai un peu parlé en podcast, un peu en post Insta. Ouais. Mais en effet, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, qui écoutent que le podcast, qui tombent des nues, tu vois. Je serais trop curieux que tu fasses tu vois, en story, tu fasses une question. Tu vois, tu dis, les gens qui ont écouté le podcast, est-ce que vous étiez au courant de ce que j'ai traversé? Tu vois, un truc un peu flou pour que seulement les gens qui aient écouté puissent répondre. Ouais. Et avoir un oui-non, tu vois, un sondage hyper simple pour voir. Mais je pense que la plupart des gens n'en sont pas conscients. Ah ouais. En tout cas, à quel point ça peut être fort. En effet. Mais vraiment, ouais, c'était... Enfin, on n'a jamais tout vécu, mais enfin, pour moi, je vois pas comment je pourrais aller plus mal dans ma vie que ce que j'ai été. Ouais, c'est fort, ça. Ouais. Mais bon, je m'accrochais à... plus tard, tu vois. J'avais quand même ce truc de... C'est déjà parti, ça va partir un jour, tu vois. Mais ouais, t'as gardé l'espoir. J'ai vraiment... En fait, si t'as pas l'espoir... T'as songé En fait, c'est pas que je voulais mourir, c'est comme tu disais, je voulais plus vivre comme ça. Et t'as songé à plus vivre? J'y ai songé. Maintenant, par exemple, je suis pour l'euthanasie légale. Et tu penses que toi, si ça avait été légal, t'aurais pu passer le pas? Je pense que si j'avais pas trouvé de solution, oui, je l'aurais fait. Et j'en parlais avec un podcast qui sera sorti quand vous écouterez cet épisode, avec Adèle Van Riet, qui est la directrice de France Inter, que j'ai reçue, qui est philosophe, qui a écrit un livre sur le deuil. Et en fait, je disais que j'ai plus peur de mourir, parce que maintenant, je le vois aussi comme une délivrance. Tu vois, et quand tu souffres, en fait, la mort, c'est une délivrance. C'est dur de rebondir sur un truc aussi profond. Mais j'ai un truc qui m'a fait tiquer, c'est un moment, tu as dit, pour les gens qui écoutent ce podcast, à quel point, quand tu me parles, tu sais dans un coin de ta tête qu'il y a d'autres personnes. Ah ouais, ben ça fait 5 ans. Hein. Donc joyeux anniversaire. Power. Mais comme je t'ai dit, je te parle, même s'il n'y avait pas les caméras, je te dirais exactement la même chose. Ouais, c'est ce que je ressens. Mais vraiment, tu vois, c'est aussi ce que j'ai envie d'apporter au réseau. Moins de mise en scène, moins de surréflexion, et c'est ça que j'avais pas aimé avec la télé, tu vois. T'as l'impression que tout le monde réfléchit vraiment à ce qu'il est en train de dire. Fais gaffe à ce que tu dis, après il y aura mais un oui, extrait. voilà, alors là, je sais pas comment ils vont le prendre, mais... Et c'est ça qui est chiant, c'est que d'un côté, j'ai pas envie de commencer à me brider non plus, tu vois. T'as envie d'être toi-même. Donc c'est relou, vraiment. Je crois que la solution, c'est de... Enfin, en fait, les réseaux, c'est un peu aujourd'hui une safe place, quoi. Est-ce que toi, t'as pas peur de te livrer sur les réseaux? C'est dur quand même de se livrer comme ça devant tant de gens. Franchement, non. Parce que moi, ça m'aurait aidé. Moi, vraiment, l'année dernière, ça m'aurait aidé. Je regardais pas mal de témoignages de personnes, tu vois, qui étaient dans le mal. Et tu te sens moins seul.
Et puis, ouais. Mais tu vois, là où, en fait, c'est pas si difficile que ça, c'est que je vais mieux. Mais par contre, moi, je respecte les... Enfin, je respecte. Si, c'est vrai, mais tu vois, pourquoi est-ce que je l'ai pas dit sur les réseaux quand j'étais dans le mal? Mais c'est parce qu'en fait, comme j'étais trop dans l'incertitude, je voulais pas, tu vois, c'était... Ouais, il y a des moments quand tu les vis, t'as pas envie de les partager. Ouais. C'est normal. Et comment tu le vivrais de savoir que ta sœur écoute ce podcast et qu'elle est arrivée à cet instant? Bah, elle l'écoute, c'est sûr. Et qu'est-ce que t'as envie de lui dire? Je t'aime. Voilà c'est tout ce que j'ai envie de lui dire. Ce que je lui ai pas dit, c'était pas volontaire, si, mais c'est pas pour la priver ou quoi que ce soit. C'est pour elle et je suis certaine qu'elle le comprendra. Et je suis heureuse que ce soit tombé sur moi et pas sur elle. Putain, c'est très généreux ça. Ça montre l'amour. Vraiment, je me disais ça pour tenir. Ouais, tu serais prêt à mourir pour elle? Ouais, sans hésiter. Et elle aussi? Je pense, ouais. Ouais. Du coup, il y a un problème. Faut trouver une solution. Mais tu sais qu'on a déjà réfléchi à notre mort. Hein. Tu sais, les couples de vieux qui prennent des médocs ensemble. Ouais, c'est trop beau ça. Franchement, je pense qu'on fera ça avec Camille. Hein. Ouais, c'est ouf. Ouais, j'allais dire, c'est quoi le plus dur? Mourir en premier ou... Ah non, pour moi, c'est beaucoup plus dur de mourir en deuxième. Ah ouais? Ah ouais. Tu aimes à ce point? Ah ouais. C'est incroyable. Non, mais pareil, là, j'ai envie de pleurer, en fait. C'est-à-dire que si je pense à la mort de Camille, Et tu penses que tu serais prêt si, bien sûr, je le souhaite pas, oui, attention, ça va être très deep. Si à 40 ans, elle a un grand problème, un cancer, tu préférerais mourir avec elle et tout lâcher? Je sais pas, c'est dur. C'est très dur comme question. C'est très dur parce que est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que... Ouais. En fait, je sais qu'elle voudrait pas ça, tu vois. Bah ouais. Mais par contre, la vie après, très dur. Elle serait très, 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 très dure. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça, tu vois, je connais là des jeunes femmes, je vais leur faire un big up, association Je Danse, okay. Qui ont eu leur sœur, donc c'est 2 jeunes filles, jeunes femmes, leur sœur est morte d'anorexie, et elles ont créé une asso. Et en fait, j'ai remarqué que c'était un schéma assez courant quand on perd un être aimé d'une maladie. En fait, je pense que le seul truc qui te fait tenir, c'est de créer une asso où tu te dis, je vais pouvoir aider pour qu'en fait, elle soit pas morte pour rien, entre guillemets, tu vois. Ouais. Ouais, je pense que ça, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire pour lui rendre hommage, ouais. Et ça, je trouve ça trop beau. Tu sais, quand il t'arrive un truc terrible, une souffrance immense qui est très personnelle, tout ce que tu penses pour t'aider, c'est putain, je vais faire tout mon possible pour que des gens que je connais pas ne vivent pas la même chose. Parce que je connais cette souffrance et j'ai pas envie que d'autres personnes. Ça me donne trop d'espoir en l'humanité. J'ai quand même envie de te demander, toi, c'est quoi la plus grande douleur que tu as eue dans ta vie? Waouh. Je crois que je serais pas à l'aise de te répondre à ça maintenant. Ok. Parce que je suis quelqu'un de, malgré tout, très pudique. Si on en parlera après. Ok. Mais je respecte totalement ça. Ça, mais... Et puis, ouais, ce serait pas précis, mais je pourrais parler de plein de souffrances. J'ai beaucoup souffert, mais je pense que j'ai beaucoup grandi. Ouais. J'ai pas souffert dans le sens où j'ai pas eu une vie profondément terrible. Je pense que j'étais quelqu'un et je suis quelqu'un de très sensible. Et du coup, je vis beaucoup de choses comme des souffrances. D'accord. Voilà. C'est vrai. Moi, franchement, big up à toutes les personnes sensibles ou hypersensibles parce que ça doit vraiment être compliqué. Bah, t'apprends à vivre avec, comme beaucoup de choses. Tu vois, c'est un peu un handicap et c'est aussi une force. Comment t'as appris à en faire une force? Bah, utiliser cette sensibilité pour faire de l'art, des choses belles. Moi, ce que je partage, c'est très sensible aussi, tu vois, les témoignages. Et en fait, même quand je fais des vidéos de bouffe, je pense que ça fonctionne parce que j'y mets ma sensibilité. C'est sûr. Tu vois, donc en fait, c'est une force au quotidien. Aujourd'hui, si j'avais pas cette sensibilité, c'est sûr que je pourrais pas faire le métier que je fais et j'aurais pas la vie que j'ai avec tous ces côtés magnifiques. Et je serais sûrement pas en face de toi aujourd'hui à passer ce moment. Et tu penses, comment t'imagines la suite pour toi? Ah, mais je vais te poser cette question. Ouais, alors je réponds et après je réponds. Moi, je me suis posé la question de comment je voudrais être dans 10 ans. Et ce que j'ai conclu, c'est que je voudrais être libre. Donc, j'ai besoin d'une stabilité financière assez élevée. Je suis pas très dépensier, mais j'ai besoin de pas me poser la question d'argent. Et je voudrais aider les autres. Tu vois, je serais heureux si à la fin de ma vie, on dit « Ah putain, Victor, grave cool, il a fait des choses positives pour les autres. » Alors, du coup, j'aimerais être libre et avoir un impact positif. C'est beau. En fait, t'as des objectifs, non pas de carrière, mais plus d'être, de bien-être, et qui du coup vont logiquement driver les chemins que tu vas prendre dans ta vie professionnelle. Bah grave, tu vois, des trucs un peu focus, genre « Ah, j'ai envie d'être millionnaire ». Ça veut dire quoi? À quel prix? Est-ce que tu as sacrifié toute ta vie? Est-ce que tu as fait des choses pas sympas du tout? En fait, je trouve que c'est très cliché, mais c'est le chemin, c'est pas la destination. À quoi bon être millionnaire si t'as passé ta vie tout seul à galérer, à travailler comme un fou? Carrément. Mais je pense que, tu vois,
plus d'Américains, parce que c'est un peu eux qui ont été les parrains des objectifs, du développement personnel. Mais tu vois, ils peuvent se dire, genre vraiment, à 40 ans, mon objectif, c'est d'avoir, je sais pas, une boîte, ou alors d'être avocat dans tel cabinet, ou d'être présentateur pour telle émission. Ouais. Et j'ai l'impression qu'ils ont des goals beaucoup plus précis que nous. Et parfois, je trouve que ça aide, parce qu'en fait, du coup, le chemin à suivre est quand même plus simple. Bah, d'où la question. Ou en tout cas, plus clair. C'est vrai. Et toi, c'est quoi, du coup, tes goals ? En fait, mon principal goal, c'est d'être toujours aligné avec moi-même. Ok. Ça, t'y arrives aujourd'hui ? J'y arrive, mais comme, du coup, voilà, mes histoires, mes expériences, mon parcours fait que ça va assez vite. Vraiment, presque chaque année, je change un peu je pivote un peu dans le chemin, tu vois. Je prends une petite allée. C'est quand la dernière fois où tu t'es senti vraiment désaligné ? Bonne question. Je crois que je me suis jamais senti désalignée. Vraiment, parce que en fait, j'y arrive pas, de toute façon. Eh bien, il y a un moment, donc, une OP, un truc que t'as dit, et c'est pas forcément volontaire, tu vois, mais c'est sur résultat. Je sais que par exemple, à la fin, quand je parlais de sport et de nutrition, tu vois, il y a vraiment un moment où je me disais, mais en fait, ça me nourrit plus, quoi, de parler de ça. En fait, c'est plus moi. Ouais. Et je le faisais un peu parce que les gens l'attendaient, mais je sentais que j'avais envie de partager quelque chose de plus fort, de plus intime, de plus réfléchi aussi, quoi. Il me manquait vraiment une part de réflexion. Ça, c'est un truc, c'est intéressant, qui, pour moi, illustre parfois ce que tu fais, même si tu le fais moins, je pense. C'est que tu as beaucoup ce truc sur le rapport de la femme à son image et tout, au physique. Comment tu te places par rapport à ça ? Ça, c'est un peu la raison d'être de My Better Self. Hein. C'est ce qui prenait le plus de mon énergie mentale et physique, d'ailleurs. C'était le souci d'être belle quand j'étais ado. Parce que j'avais l'impression vraiment de ne pas l'être. Ok. C'était un combat contre... C'était un complexe, ouais. C'était un gros complexe. Et voilà, du coup, j'essayais vraiment de ressembler aux mannequins dans les magazines. Et enfin, tu vois, je dépensais j'allais dire un argent fou. C'est faux, vu que j'avais pas beaucoup d'argent de poche. Je viens d'un milieu aisé, mais j'avais pas beaucoup d'argent de poche. Ouais. Donc, en tout cas, tout ce que j'avais, je dépensais dans des crèmes, dans des fonds de teint, dans du maquillage, dans l'espoir de changer mon apparence physique. Et tu dirais que c'était une souffrance d'essayer d'être belle ? Ouais. Ok. Ouais. Oui, parce qu'en fait, je me sentais jamais belle. Ouais, c'était un combat... Perdu d'avance. Et c'est un peu aussi le gros piège de la comparaison, quoi. C'est que je me comparais beaucoup. Et je pense que c'est aussi parce que j'ai beaucoup été comparée à ma sœur. J'ai pas envie de mettre toute la faute là-dessus parce que Camille, par exemple, c'est beaucoup moins comparée aux autres que moi. Donc je pense qu'il y avait aussi une insécurité plus forte de ma part. Et en fait, tu vois... En fait, c'est compliqué parce que je nie pas le fait qu'il y ait des gens beaux, plus beaux que d'autres. Et je maintiens que je trouve ma sœur jumelle plus jolie que moi, etc. Mais en fait, c'est juste que aujourd'hui, je m'en fous. C'est-à-dire que pour moi, la beauté, ça a beaucoup moins d'importance que le crédit que je lui apportais avant. Et en fait, en tant que femme, on est avant tout encouragée à être belle. En vrai. Par les médias, par les films, par les femmes qui sont considérées, c'est les femmes qui sont belles. On va parler après des tapis rouges que de leur tenue, que de leur maquillage, que de ce à quoi elles ressemblaient. On va décrire tout leur changement physique. Ouais. Ce qu'on fait pas pour les hommes, tu vois. De temps en temps, on va dire que DiCaprio a pris du poids, tu vois, mais c'est tout. Le physique des femmes est beaucoup plus un sujet que le physique des hommes. C'est un truc de fou. Ouais. Ça, c'est un point... Mais même quand tu vas au travail, ou tu vois, moi je sais que même certaines femmes où tu penses qu'elles sont pas forcément coquettes ou quoi, moi elles vont me dire « Ah, c'est filmé !» Et puis tout de suite, elles vont sortir leur trousse de maquillage, tu vois. Et c'est pas, tu vois, je les blâme pas, c'est un conditionnement. Bien sûr. Mais c'est juste que, voilà, moi, je suis contente d'avoir en fait effectué le travail sur moi-même qui me permet aujourd'hui de ne plus accorder d'importance. Genre même là, avant que t'arrives, j'avais prévu de maquiller. Et puis en fait, t'es arrivé plus tôt que ce que j'imaginais. Je peux maquiller, tant pis, tu vois. Et je suis contente d'être à l'aise aujourd'hui, assez à l'aise pour me dire ce qui compte, c'est ce que je dis et pas ce à quoi je ressemble. C'est intéressant. Et aujourd'hui, même sur les photos et tout, t'arrives, les stories, à dire « Écoute, je suis pas belle, mais c'est pas grave. » Ouais. C'est bien ça. Ouais, vraiment. En fait, je le fais. C'est presque devenu un combat, tu vois. C'est presque limite plus je suis dégueulasse ou en mode on veut du vrai. Mieux c'est parce que en fait, je veux montrer aux personnes qui me suivent que en fait c'est pas mieux ou moins bien que si j'étais sursapée. Et ça, par contre, c'est en fait moi j'aimerais qu'on arrive au stade où on applaudit, on va dire, autant quelqu'un qui se montre naturel que quelqu'un qui se montre apprêté. Parce qu'en fait, encore une fois, il n'y a pas de hiérarchie entre les deux. Mais moi, je sais que si je me montre, par contre, très apprêté, etc., souvent, ça va moins bien marcher ou je vais avoir moins de bons retours parce que les gens vont être déçus. Ouais. En fait, on ne devrait pas... parce qu'encore une fois, voilà,
c'est comme on se disait, ils se font une image de moi qui est celle qu'ils ont envie de se faire. Ouais. Mais qui je suis n'est pas ce que vous imaginez forcément, en fait. Et c'est là où parfois je trouve ça difficile quand on est créateur, c'est qu'en effet on veut pas décevoir, mais si la personne s'est fait une image de nous qui n'est pas celle qu'on est, ben oui, elle va forcément être déçue, c'est pas de notre faute en fait. C'est ça, il vaut mieux être aligné et décevoir qu'essayer d'être ce que les gens espèrent qu'on soit. Parce que déjà ils ont tous des images différentes, et puis en fait au final, c'est pas... Et puis bon, ça prend quand même beaucoup moins d'énergie, quoi. C'est clair. D'être soi-même. Pour revenir à la question, du coup, ton goal là dans 5 ans. Je sais pas comment on a divagué. Mon goal dans 5-10 ans, en fait, écoute, donc oui, je me pose la question quasiment tous les ans. Et ça évolue beaucoup. Je pense qu'il y a 2 ans, je t'aurais dit d'emmener ma marque de sous-vêtements je ne sais quoi, vraiment loin, et qu'on ait des boutiques partout en Europe, qu'on soit le nouveau Victoria's Secret, mais justement inclusif et désirable. L'année dernière, je t'aurais juste dit envie. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Mais en tout cas, j'avais vraiment beaucoup aimé écrire mon livre. C'était avant que je sois dans le mal. Et vraiment, je m'étais dit, mais genre, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie que le mois où j'ai écrit mon livre. Enfin, j'étais dans un flow incroyable. Donc je m'étais dit, plus d'écriture, voilà. Et aujourd'hui, je me pose la question. En fait. C'est pour tout te dire, en toute transparence, il y a 2 voix que j'aime beaucoup. J'ai l'impression que c'est incompatible. Et puis, c'est un fait. On se le disait avant de commencer. Toi, des nouvelles activités que tu vas faire, t'as pas le temps de tout faire, en fait. Il y a des choix à faire parfois. Choisir, c'est renoncer. Mais j'aime autant la voie entrepreneuriale avec je ne sais quoi et potentiellement aller plus loin dans justement l'empowerment des femmes. Et donc, tu vois, c'est là où j'adore le féminisme, mais en fait, concrètement, après, comment est-ce que je peux vraiment donner les armes aux femmes pour qu'elles prennent le pouvoir de leur vie ? J'ai des idées pour ça, tu vois. Et le côté plus journalistique, que ce soit radio, télé, pour l'instant, ça me botte pas trop, mais ou émission, plateforme, écriture, que j'aime énormément aussi. Et en fait, ce qui est dur, c'est que j'ai l'impression que je recherche genre le truc parfait. Et que ça n'existe pas. Et que ça n'existe pas. Ton bonheur, j'ai l'impression, c'est de faire plein de choses. Oui, et surtout, il y a du bon et du mauvais dans les deux, en fait. Ouais. C'est que comme je suis idéaliste, que ce soit pour la société, etc., en fait, je suis aussi idéaliste dans ce que j'imagine d'un métier. Et en fait, tant que tu n'y es pas confronté, tu ne peux pas vraiment savoir ce qu'il en ressort. Et donc, tu vois, l'entrepreneuriat, je l'idéalisais avant de commencer, en mode, c'est trop bien, tu crées, t'as un impact, tu as vraiment... le pouvoir de moi dans mon cas, voir des personnes habillées, sentir bien dans leur peau. Et puis en fait, quand tu lances, tu te rends compte que t'as les problèmes de logistique, t'as les clients qui sont pas satisfaits, que en fait les marketing elles sont hyper concurrencées par la fast fashion et que c'est difficile, tu vois, de vouloir proposer des prix accessibles. Bon bref, tu vois, beaucoup de complications. Et dans le journalisme, en fait... moi je me dis trop bien écrire, tu vois, des chroniques pour la télé ou pour la radio, voilà, réfléchir vu que c'est ce que j'aime, analyser, oui, mais en fait tu peux pas forcément dire tout ce que tu veux, on te donne pas forcément les sujets que tu as envie de parler, parfois t'attends 2 heures avant de pouvoir ouvrir la bouche, souvent c'est critiqué ou clashé dès le lendemain, et en fait flemme, tu vois, de que tout soit passé au crible. Et donc tu vois, c'est un peu un arbitrage à faire sur qu'est-ce que j'aime le plus en fait. Est-ce que tu vas choisir ou tu penses que tu vas continuer les deux ? Je pense que tant que je peux continuer les deux, je continue les deux. Et après, je ferai en fonction des opportunités. Je pense qu'il y a aussi parfois... Tu vois que t'es opportuniste. En fait, parfois, il faut pas trop réfléchir. Et moi, j'ai tendance à trop le faire. Et quand je parle, tu vois, à des amis entrepreneurs, souvent, ils me disent, écoute, tu vois, c'est une histoire de rencontre, c'est une histoire d'opportunité. Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu du mal avec ça. J'ai envie de tout contrôler, tu vois. J'ai un peu envie de me dire, non, mais moi, je vais décider et ensuite, on va faire. Mais voilà, pour l'instant, j'arrive à faire les deux. Mais c'est vrai que, tu vois, je demande beaucoup l'avis des autres, moi. Des gens que j'aime. L'avis des autres m'importe beaucoup, pas au sens de ce qu'ils pensent de moi, mais juste, en fait, tout le monde n'a pas la même façon de penser, donc c'est hyper enrichissant, je trouve, d'avoir les façons de penser des autres. Donc Camille, c'est limite mon cerveau gauche, tu vois, toujours me donner son avis pour tout, mon mec aussi, mes meilleurs amis, mais bon, parfois j'essaie de pas me perdre là-dedans. Parce que tout le monde n'a pas forcément de bons conseils déjà. Ouais. Et puis ce que eux feraient ne veut pas forcément dire que moi c'est ce qui m'épanouira. Mais en tout cas, ça me donne matière à réflexion, à décision. Ok. C'est quoi les derniers trucs où tu t'es dit, genre t'étais parti, t'as eu un avis tu vois, qui était pas dans ton sens et tu t'es dit vas-y, en fait non. Le dernier avis qui a vraiment changé ton opinion. Y a pas, tu sais, moi je connais ce truc de ouais, t'es dans l'excitation, dans ta tête c'est incroyable, t'en parles à quelqu'un. Et la personne, elle te casse ton délire. Et t'es genre... Honnêtement, je crois que la
La fois la plus récente où j'ai changé d'avis, c'est l'exemple que je te donnais par rapport à l'émission donc du coup que j'ai critiqué en critiquant le monde de la télé. Et en fait, c'est là, moi-même, je me suis contredit. Je me suis dit, non, Louise... C'est pas ce que tu veux. En fait, ouais, c'est pas ce que je veux. Oui, tu peux parler de tout, mais pas si ça blesse les gens que t'apprécies. Et voilà, faut apprendre à le reconnaître, tu vois. Il y a des limites. Et ça, je pense, c'est la fois vraiment où j'ai été un peu tiraillée, parce que je me suis vraiment dit, mais du coup, je peux plus dire ce que je veux. Enfin, c'est horrible. Moi, au contraire, j'adore dire ce que je veux et de pas être bridée. Et je me suis dit, si, en fait, tu peux dire ce que tu veux, mais juste demande-toi quand tu parles de quelqu'un que t'aimes bien, c'est t'aimerais qu'il le dise, quoi. Ouais, c'est en fait, la liberté a des limites. Et les limites, c'est de faire souffrir les autres. Ouais, ma limite, c'est ça maintenant. C'est de faire souffrir les autres et décevoir des gens que j'aime et qui m'importent. Je pourrais toujours critiquer des personnes que je n'estime pas ou de qui je ne suis pas proche. Mais celles que j'aime vraiment et en fait qui m'ont rien fait, enfin, tu vois, si jamais c'est justifié, je le fais, etc. Mais voilà, faut savoir reconnaître parfois quand on parle trop vite, tu vois, en fait, comme on se disait, l'erreur est humaine. Et ça, je pense, c'est vraiment le truc le plus difficile le truc que j'ai le plus de mal à accepter, c'est de faire des erreurs. Ah, pourtant, c'est nécessaire. Ouais. T'en feras de plus en plus, en tout cas, c'est ce que je te souhaite. Merci. Merci, Victor, de me souhaiter ça. Pour conclure, je voudrais savoir, c'est qui les gens que tu rêverais d'avoir sur InPower ? Alors, c'est très simple. Michelle Obama. Ok. Michelle, si tu nous écoutes. Emma Watson. Jamila Jamil, qui est une activiste, actrice, mais activiste aussi britannique. Ça, c'est mon top 3, vraiment. Et après, j'aimerais bien avoir... En francophone ? Ouais, en francophone, je réfléchis. En fait, j'aimerais bien avoir des gens qui ne s'expriment pas souvent. J'aimerais bien avoir des gens controversés. Mais pour ça, il faut que je travaille sur mon... La révolte. Non, mais sur le fait de pas chercher à faire l'unanimité, tu vois. Ouais. Parce que, par exemple, j'allais dire Bernard Arnault. En fait, tu vois, moi, je critique genre le fait que, déjà, il utilise son jet à tout va, etc. Mais, bon, il a quand même des choses à raconter et je trouve son histoire vraiment intéressante. En fait, cette personne, elle existe, tu vois. Donc, à partir de là, oui, t'as forcément du positif à comprendre. Tu vois, même des personnes horribles, je pense que discuter avec eux, ça peut permettre de les comprendre et ça fait avancer. Oui, mais tu vois, pour moi, j'ai quand même un devoir à qui je donne de la visibilité ou pas. Mais tu peux donner de la visibilité sans donner de la force. Tu peux essayer de comprendre sans légitimer. Moi, j'aimerais bien avoir Kylian Mbappé aussi. Ah ouais. Et j'aimerais bien avoir un pilote de F1. Alors que tu vois, la F1, je sais que c'est controversé, etc. Mais en fait, ça... Genre vraiment, moi, tous les sportifs de haut niveau, je suis admirative. Ouais, je suis d'accord. En fait, les meilleurs dans leur domaine. Moi, c'est vraiment ça qui me fascine pour essayer de comprendre pourquoi. Et j'aime beaucoup cette idée de progression saine, tu vois. Mais comment tu deviens le meilleur dans ton domaine ? Toi, t'aimerais entendre qui ? Léna Situation. Ok. J'adore cette meuf, j'adore ce qu'elle représente. Et je pense qu'elle est très chinée sur les interviews. Pour tout te dire, elle devait venir il y a 3 ans. Ah, c'est vrai ? Ouais, puis elle est pas venue. Elle se dépêche, hein. Ouais. Tac tac, si quelqu'un écoute et la connaît. Xavier Niel. J'aime trop sa philosophie, son côté rebelle, les projets dans lesquels il s'investit. Je crois que j'ai vu un peu de truc passer où c'est le milliardaire le moins détesté de France. Ça devrait être sa bio sur Twitter, ça. Ouais, de ouf. Archi drôle. Après, forcément, tu vois des gens comme Emmanuel Macron ou d'anciens politiques. D'accord. Tu vois d'anciens présidents, en fait. Je sais qu'à François Hollande, il se fait plaisir à il se fait dire, plaisir. Demain, par exemple, je vais dans le podcast de Christophe de Chavannes. Ok. Et avant moi, c'était François Hollande. Ok. J'étais là, je passe après François, tout va bien. Ça, c'est trop intéressant. Mais tu vois, c'est pas possible. Mais un président en place avec non, parce qu'il serait... En fait, tu sais pourquoi moi ça m'intéresse pas ? C'est qu'il serait média trained, il dirait pas la vérité, il serait dans la défensive. Mais en effet, quelqu'un qui n'y est plus, je trouve ça déjà plus intéressant. Et après, peut-être une star qui a tout vécu et qui a dépassé, je sais pas, qui ça pourrait être, une grande star de cinéma en France. Catherine Deneuve. Ouais, Catherine Deneuve par exemple. C'est quelqu'un qui a du recul sur une carrière folle. Ça, je trouvais ça trop intéressant, tu vois. Quelqu'un d'âgé, mais en même temps qui a envie de parler, et qui est prêt à dire des dingueries et avoir ça comme le passé, quoi. Ça m'intéresserait aussi beaucoup. J'aime bien les personnes âgées pour ça, parce qu'elles ont un regard sur la vie qui est... C'est vrai. Ouais. Mais bon, tu vois, si, j'ai fait quand même 2-3 très bons épisodes avec des personnes de plus de 80 ans. Et parfois, je veux pas forcément inviter des trop jeunes, parce que je me dis... peut-être ils vont rien avoir à dire, et en fait faux. Enfin, tu vois, moi, un de mes épisodes préférés, c'est avec Camille Etienne, qui est une des personnes que j'admire le plus en France. On en parlait des gens avec des convictions et qui se battent. Ouais. Et à partir du moment où t'as un message à faire passer, quel que soit ton âge, je pense que c'est hyper intéressant. C'est vraiment, moi, Camille Etienne, la première fois que je l'avais vue, elle était pas très connue et tout.
Et je me suis vraiment dit, putain, cette meuf, c'est sûr, elle va aller loin. Tu sais, elle a une énergie, une flamme en elle. Ouais. Ça peut que brûler, quoi. Ça peut que... Et puis... Et briller. Ouais. Et éteindre le feu. On espère. Ouais. C'est magnifique. On est vraiment des poètes. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Franchement, big up si vous nous écoutez encore. Je pense qu'on a dû faire une bonne heure et demie. Merci Victor. Si jamais ce podcast vous a parlé, inspiré, n'hésitez pas à nous envoyer un petit DM. Grave. @VictorHappy sur les réseaux, @MyBetterSelf. Je mets ça dans les notes. Et puis à très vite pour un épisode normal. Ciao.